Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital. Très très heureux de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait le podcast et d'ailleurs je tiens à remercier tout d'abord pour lancer ce 205e numéro. 250, ça on y arrivera, mais 205e déjà numéro du podcast. Merci à Mousse de m'avoir remplacé comme toujours de manière de qualité. Mousse, merci pour m'avoir remplacé et je te relaisse à ta place de chroniqueur que tu apprécies tant. Je reprends l'animation du podcast. Et donc, je vous tenais à te féliciter parce que j'ai vu que le podcast, évidemment, marchait toujours très, très bien. Et on en profite pour remercier les gens qui continuent à commenter le podcast en dessous dans les commentaires de manière très, très agréable parce que ça nous permet d'avoir un échange, de continuer le dialogue avec vous après les podcasts et d'échanger sur tous les sujets, notamment le dernier que vous avez fait tous les trois, Yacine, Nico et Mousse sur Mbappé, où il y a eu de très bons échanges et dans le respect, et tout ça en parlant de foot et du Paris Saint-Germain. Et je tenais à vous féliciter, ceux qui nous suivent et qui échangent avec nous tous les jours, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Mousse, bon, je commence par toi, du coup, pour la présentation, qui nous accompagne pour ce 205e numéro. Comment ça va, Mousse? Salut Hugo, salut aux camarades. Bah écoute, ça va. Ça me fait bizarre de redevenir chroniqueur, mais comme tu l'as dit, moi les deux me vont très très bien et ça me permettra aussi de donner un peu plus mon avis, même si Nico en a strictement rien à faire, mais c'est pas grave, je le donnerai quand même. Voilà. Bon, il commence direct à attaquer, Mousse, direct au cheville. Et donc, je vais passer directement à Nico à la présentation. Nicolas Puravo, qui nous fait le plaisir, comme d'habitude, d'être avec nous. Ça va, Nico? Salut tout le monde, bah écoute, ça va. J'ai été faire le plein du Brabus ce matin, donc tout va bien. Tu vois. Ouais, bah c'est cool, hein. Bon, par contre, j'ai pu mettre que 30 litres, donc j'ai 2 jours d'autonomie, mais bon, c'est déjà ça de gagner, donc ça va mieux. Bon, ça va, tu t'es pas battu à la station? Non, non, bah tu sais, les gens me reconnaissent maintenant, ils me disent ah c'est toi le chroniqueur de Mousse et tout, j'ai ouais. Direct, ils arrivent et ils te donnent des bidons d'essence comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai des jerrycans avec un logo PSG dessus, c'est royal, hein. Il paraît qu'à Versailles, il l'appelle Altesse. Ouais. Non, mais tu sais, nous, on n'est pas habitué à mettre de l'essence comme ça. D'habitude, on se déplace en cheval, donc on n'a pas trop besoin. En calèche, donc pour Nicolas Vision, donc obligé de mettre de l'essence. Du côté de Versailles. Et je vais voir le dernier chroniqueur de la bande, comme toujours, le fidèle coach Yacine, qui était au parc d'ailleurs, au Parc des Princes hier, donc on aura son regard en plus avisé sur le match. Comment ça va, coach Yass? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Alors, soit ce match, ça a été niveau essence en ce moment, parce que tu te déplaces quand même toujours quand tu vas au parc, etc. C'est la seule fois de la semaine où j'ai pris la voiture, parce que je suis un peu à la limite, donc je prends plus de risques. J'ai gardé juste pour aller au parc et je suis revenu. Si dimanche il n'y a pas d'essence, je ne sais pas si je vais au parc. Voilà, ça touche. En vélo. Oui, ça touche même les chroniqueurs de Paris United, malgré qu'on soit payé des milliers et des cents par Mousse, mais on a quand même des problèmes d'essence. Non, je rigole. Et moi, je tiens à dire que du côté de Nantes, on n'a absolument pas ce problème. Pas de queue à la pompe à essence. Le problème, c'est que si je vais à Nantes, si je viens à Nantes faire un plein, quand je reviens, j'ai plus d'essence. Là, il faut que tu viennes habiter à Nantes directement. Il faut que tu viennes en train avec des caisses vides pour remplir d'essence. Bon, voilà, c'était le petit point sociétal du podcast, évidemment, ce problème d'essence qui touche tous les Français, y compris la bande de Paris United. Allez, on va revenir sur du concret, le sportif, avec ce match hier de la 4e journée de Ligue des Champions et ce match nul une nouvelle fois du Paris Saint-Germain face à Benfica. Il y avait déjà eu nul la semaine dernière à Lisbonne et donc pas mieux hier au Parc des Princes. Kylian Mbappé avait ouvert le score sur penalty à la 40e minute avant que Joao Mario n'égalise également sur penalty en seconde période. Au classement, le PSG donc est premier de son groupe H avec 8 points, à égalité avec le Benfica, également à 8 points, puisque la Juve hier s'est fait battre par le Maccabi Haïfa, et donc la Juve et le Maccabi Haïfa suivent derrière avec 3 points. Prochain rendez-vous du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ça sera le 25 octobre face au Maccabi Haïfa à domicile au Parc des Princes. Et donc, on va déjà d'abord revenir sur ce match, donc ce nul entre le Paris Saint-Germain et le Benfica. Paris, donc, qui a marqué sur penalty, sur phase arrêtée, sinon dans le jeu, c'était quand même très, très pauvre. J'ai demandé aux chroniqueurs de me trouver un adjectif pour qualifier ce match hier. Je vais commencer avec toi, Mousse. Toi, Mousse, ton mot, c'est fade. Explique-nous pourquoi ce match était fade. Parce que tu sais, c'est comme quand tu as faim et tu vas manger ton grec et puis le mec te dit il n'y a plus de salade, il n'y a plus de tomates, il n'y a plus d'oignons, il n'y a plus de ketchup, il n'y a plus d'harissa, il n'y a plus rien. Donc tu le manges quand même parce que tu as faim.
Bon, à la fin, t'es rassasié, mais t'as pas apprécié ton grec, quoi, tu vois. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que à la fin, tu sais que tu es quasiment qualifié, donc voilà, je dis pas que tu es soulagé, mais bon, voilà, on va dire que tu es un peu content. Mais effectivement, dans le contenu, c'est pas terrible. Alors, ça peut s'expliquer effectivement par plusieurs choses et on reviendra dessus. Mais et puis il y a aussi le fait que la Juve avait joué juste avant, avait perdu et c'est aussi peut-être ce qui a arrangé les deux équipes qui n'ont rien fait pour emballer ce match. Voilà, mon cher Hugo. Donc, si j'ai bien compris, tu es aussi fidèle au Paris Saint-Germain qu'à manger un grec quand tu sors de soirée. Ah bah, ça, c'est la tradition, amigo. Ça, c'est normal. Sauf pour Nicolas, parce qu'à Versailles, ça n'existe pas. Mais pour Yacine et moi, et toi aussi, Hugo, voilà, c'est la routine, le grec. Belle fidélité à ce magnifique sandwich. Passons au mot de Yacine. Yacine, toi, le mot que tu m'as donné, c'est peureux. Explique-nous pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une équipe de peureux, c'est une équipe qui veut rien tenter, c'est une équipe qui prend zéro risque. Je parle dans la globalité, alors ne me dites pas ouais, Neymar il prend des risques, Mbappé prend des risques. Non, mais moi je vois les défenseurs centraux, ils donnent le ballon à 3 mètres. Les latéraux, j'en parle même plus parce que là, ça devient catastrophique. Ils prennent zéro risque, ils prennent un ballon, ils sont en 1 contre 1, ils reviennent en arrière. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de prise de risque, ils ont peur. Alors, quand ils n'ont pas le ballon, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de défense. Alors, je tiens à dire tout de suite que je me suis refait le match parce que je voulais voir 2-3 choses par rapport aux commentaires que j'ai lus. Ouais, juste pour me dire ce matin. Ah, ce matin, d'accord. Ce matin, parce que je voyais des commentaires et je me suis dit, bon, peut-être que en direct, j'ai peut-être pas fait attention à tout ça. Bon, je pense que je suis pas loin de rester sur ma première impression. Mais en fait, tu as une ligne de défense qui recule et qui vient jamais avec le bloc. Et tu as un coach qui est là sur le côté et qui attend que ça se passe, qui fait pas de coaching parce qu'il a peur aussi de toucher à quelque chose qui pourrait perturber l'équipe. Alors, on ne sait pas perturber quoi parce qu'il n'y a rien, mais en tout cas, perturber rien alors. Il a peur de faire rentrer des joueurs parce qu'ils ne se sont pas entraînés, parce qu'ils sont là depuis pas longtemps, parce qu'ils n'ont pas d'automatisme, parce que moi, je pense surtout qu'il n'a pas confiance en eux. Qu'en fait, ils sont trompés totalement. Voilà, en fait, c'est un collectif et un coach de peureux. Voilà. Et quand Galtier, en conférence de presse, que j'étais à la conf après, te dit, alors il parle un peu du résultat de la Juve et il dit, les deux équipes, il y a eu moins de situations cette semaine que la semaine dernière parce que les deux équipes ont peut-être analysé qu'il fallait être mieux équilibré défensivement. En fait, il confirme tout ça. Voilà, on est une équipe de peureux, on a peur de prendre des risques, on a peur de prendre des contres. Donc, on ne tente plus rien. Et en fait, il se passe ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire qu'on s'est ennuyé pendant 87 minutes parce qu'il y a 2-3 minutes. Si on additionne un peu chaque séquence, on ne doit pas être loin de 3 minutes où on s'est un peu amusé. Bon, je vous donnerai d'ailleurs, tu viens d'en parler, Yacine, des déclarations de Christophe Galtier tout à l'heure. J'ai repris ton article que tu as fait hier pour Paris United où tu as retranscrit la conférence de presse parce que même si voilà, ça commence à être compliqué dans le jeu, en tout cas en conférence de presse, c'est toujours intéressant ce que nous dit Christophe Galtier. Il a en tout cas une bonne analyse. Alors, est-ce qu'après, il a les moyens de faire autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les analyses, elles sont plutôt justes. Tu es d'accord, tu fais quand même moins chier en conférence de presse avec Christophe Galtier qui donne des réponses détaillées. Et il est plutôt fort. De toute façon, l'autre, il ne donnait pas de réponse. Donc, en même temps. Oui, mais bon, c'est vrai que s'il y a bien une chose positive Christophe Galtier, en tout cas, c'est qu'il répond honnêtement aux questions et assez franchement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait quelques soucis depuis le début de saison, mais il est en train de comprendre ce que c'est d'être entraîneur du Paris Saint-Germain. Passons à l'ami Nico. Nico, pour décrire ce match, parce que ça nous fera une petite transition après pour le thème qu'on va aborder. Toi, tu as décrit le match de façon, tu penses qu'il est pochettinesque. Évidemment, référence à Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Explique-nous pourquoi. Ouais, parce qu'il ne se passe pas grand-chose et que surtout, il y a plus d'animation en fait. C'est on retrouve une équipe qui ne sait pas quoi faire avec le ballon, qui se contente de donner à Neymar ou à Mbappé puis d'attendre un exploit individuel. Et du coup, ça nous rappelle effectivement 18 mois qu'on vient de traverser. Et je ne pensais pas qu'on vivrait ça aussi vite. Malheureusement, on est en plein dedans. La première mi-temps, paradoxalement, moi, elle m'a pas trop ennuyé dans le sens où j'ai trouvé que tactiquement, il y avait une opposition intéressante. Oui, parce que j'ai vu, Nico, que je te relance la parole, que tu avais tweeté en disant que la première période était intéressante et qu'il y avait vraiment une confrontation avec Benfica, que c'est Benfica aussi qui faisait que le match était aussi tactique. Bah, de toute façon, dans l'analyse globale, il faudra aussi prendre en compte que l'adversaire est aussi de qualité, même si Benfica, je pense, ne fait pas un match non plus extraordinaire. Mais voilà, cette première mi-temps était effectivement très fermée, mais voilà, j'ai quand même trouvé une opposition tactique assez intéressante. J'ai bien aimé
paradoxalement le bloc parisien en première mi-temps que j'ai trouvé assez compact et assez solidaire, notamment dans les phases défensives. Après, c'est vrai qu'une fois avec le ballon dans les pieds, c'était plus compliqué, notamment dans la relance. Mais cette première mi-temps, en tout cas, voilà, elle m'a pas déplu au point d'éteindre la télé, quoi. Je me suis dit, bon, allez, ça va se débrider en deuxième mi-temps, surtout avec Paris qui mène au score. Et puis, en fait, c'est pas débridé du tout. Et on s'est vraiment bien fait chier en deuxième mi-temps. Et effectivement, comme le dit Yacine, c'est assez pitoyable de voir une équipe qui peut jouer une qualification en Ligue des Champions et même la première place du groupe, du coup, parce que tu bats Benfica, on peut quasiment sûr d'être premier. Et en fait, la deuxième mi-temps, c'est un non-match total, mais des deux équipes, hein, quelque part, parce que Benfica n'en fait pas beaucoup plus. Mais à l'arrivée, on s'est encore un peu fait chier quand même. Ils en font plus le premier quart d'heure quand ils veulent revenir au score, et puis après, une fois qu'ils ont égalisé. C'est ça. Dernière demi-heure d'ennui total. Est-ce que Non, mais même les 10 premières minutes de Benfica, ça ressemblait un peu à ce qu'ils avaient fait au match aller. Je parle de Benfica, hein. Mais c'est vrai qu'après, au bout de 10 minutes, le PSG avait repris quand même la main sur le ballon. Alors, sur la première mi-temps, je suis assez d'accord avec Nico sur le bloc. Après, Paris n'a pas été très dangereux. Il y a eu une frappe de Sarabia. Enfin, il y a la frappe de Sarabia, il y a une frappe de Mbappé, et puis tu as le penalty, mais offensivement, c'était pas ouf non plus. Bah, si vous voulez, alors j'avais une stat que j'avais gardée pour après, mais je peux vous la donner maintenant. Paris n'a tenté que 7 tirs hier contre Benfica. La seule fois où ils ont fait moins bien depuis que Opta analyse la compétition, parce que c'est une stat évidemment de nos confrères d'Opta, donc Opta qui analyse la compétition depuis 2003-2004, la seule fois où ils ont fait moins bien en termes de tirs dans un match de Ligue des Champions, c'était en septembre 2021 contre Manchester City. Vous avez fait seulement 6 tirs. Donc ça traduit aussi le côté inoffensif du Paris Saint-Germain hier. Ouais, mais le problème, en fait, c'est que Christophe Galtier, il en a parlé en conférence de presse sur l'histoire des 30 derniers mètres. Il dit, on a bien sorti le ballon, mais il y a eu un manque de prise de risque et un manque d'efficacité dans les 30 derniers mètres. Mais en fait, c'est normal. C'est normal parce que les joueurs ne veulent pas perdre le ballon, donc ils font des passes à 3 mètres. Souvent, on revient en arrière, donc aucune prise de risque pour faire mal. Et en plus, on a un manque de mouvement qui est criant. Il n'y a personne qui vient se placer entre les lignes. Il y a des joueurs, j'ai l'impression, moi, parfois, de voir un tableau noir, voilà, avec des aimants. Et toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là. Et chacun reste à son poste. Et puis, à un moment donné, s'il se passe quelque chose, un joueur de Benfica qui défend pas bien, on peut le trouver. Sinon, il ne se passe rien. Donc, tout ce qui, le fait de peu frapper au but, évidemment qu'il y a l'organisation de Benfica. Mais l'organisation de Benfica, tu peux quand même, à un moment donné, la déjouer par du dribble, par du jeu rapide, etc. Et en plus de ça, si vous avez vu, il y a le positionnement de Marquinhos qui était donc milieu de terrain quand Paris avait le ballon. Et Galtier l'a expliqué, c'était réfléchi. C'était pour permettre à Vitinha d'être plus haut aux côtés de Neymar et dans le dos de la ligne des milieux. En fait, si tu fais ça, mais que tu ne les trouves jamais à l'intérieur du jeu, en vérité, ça ne sert à rien d'avoir Vitinha plus haut. Ou même de dire à Marquinhos, viens là. Donc en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et moi, je pense que le premier élément qui est déplorable dans cette équipe, franchement, c'est le manque de mouvement. La seule action où il y a du mouvement, c'est le penalty. Voilà. Bernat, il décide de plonger enfin, il faudra parler de son match rapidement, la passe de Verratti, et il est à l'intérieur de la surface. Tout le reste, c'est que du mouvement individuel, c'est-à-dire que j'ai le ballon, je percute, mais il ne se passe sur rien collectivement. Et moi, je me demande qu'est-ce qu'il travaille à l'entraînement sur la coordination collective. Je vais redonner justement un extrait, tu en as parlé, Yacine, la réponse de Christophe Galtier hier sur la question. On retrouve un peu le PSG moins bon des saisons passées, comment l'expliquer, pour aller dans le prolongement de ce que tu dis, et j'en serai Nicolas dessus. Christophe Galtier dit c'est un constat qui est juste. Voilà, au moins Christophe Galtier répond honnêtement aux questions qu'on lui pose, parce que Pochettino aurait une langue de bois comme d'habitude. On est moins clinquant, brillant, dangereux. Est-ce physique? Je ne le pense pas. Sur ce début de saison, on avait beaucoup plus de jeux dans la verticalité. Ce que tu disais, Yacine, c'est que voilà, ça prenait un peu plus sa profondeur et ça jouait plus direct. Ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface. Je recite Galtier. À chaque fois qu'on sort le ballon, on a rajouté une touche supplémentaire et on revenait en arrière. C'est un axe de travail important et qui mène à une réflexion globale sur les premiers mois. On est dans une période où c'est moins intéressant. Nico, on ne peut que partager l'avis de Christophe Galtier sur le match d'hier où on s'est ennuyé. On a trouvé vraiment un PSG en manque d'idées. En manque d'idées, en manque de mouvement, comme le dit bien Yacine. C'est une équipe qui ne bouge pas, mais ça, c'est pas nouveau. C'est des feignasses et malheureusement, ça se confirme encore actuellement. Et puis même, effectivement, le gros souci hier, c'est surtout dans la vitesse du ballon. C'est des passes toutes molles.
Alors, Messi, il court pas plus que les autres, mais lui, au moins, quand il est là et qu'il te fait des passes, ça va vite. Là, hier, c'était très lent. Puis tu as Neymar qui veut absolument, dans ce genre de match, que tous les ballons passent par lui. Hier, il a multiplié les touches de balles. Il a été chercher des dribbles plutôt que d'ouvrir le jeu. Il a été, enfin voilà. Et puis il y a un autre truc que je ne comprends pas avec cette équipe, et c'est l'absence totale de renversement de jeu, quoi. C'est un truc, tu as toujours des possibilités de partout. Et désolé pour le bruit, hein, c'est ma femme qui verse des pâtes dans une casserole. Il n'y a pas de changement d'aile. T'as remarqué? T'as Hakimi qui a tout le temps les deux bras dans son coin, mais jamais ils vont le chercher, quoi. Ils le voient pourtant, ils le regardent, mais systématiquement, ça repart de l'autre côté et ça replonge dans l'axe, dans la défense. J'ai du mal à comprendre, effectivement, il y a un refus total de changement d'aile dans cette équipe. Il y a un refus total. Il y a Neymar qui le fait une fois sur Hakimi, il me semble. Ouais, mais c'est lent, c'est trop tard à chaque fois. Ils mettent beaucoup de temps et en fait, voilà, tu as une mono-attaque, en fait, c'est toujours la même chose, quoi. C'est qu'on va doucement vers le milieu, et puis on va se mettre au milieu de toute la défense adverse, et puis on attend un exploit individuel, mais voilà, il n'y a pas de combinaison, mais tout ça, ça part aussi du fait qu'il n'y a pas de jeu sans ballon, quoi. Et sans jeu sans ballon, c'est compliqué de déstabiliser un bloc bien en place comme celui de Benfica, hein. Et je te lance dessus, mais Nico parlait à juste titre du fait qu'il n'y avait pas de renversement de jeu, mais on avait loué le jeu long de Sergio Ramos quand il était arrivé parce qu'il y avait souvent des transversales qui faisaient avancer l'équipe et progresser un peu l'équipe plus rapidement. Là, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs même qu'on voit plus trop ce changement d'aile ou ces passes ces transversales de l'autre côté pour changer le jeu quand c'est un peu fermé d'un côté. On le voit moins faire. Même Marquinhos le fait de temps en temps, même lui plus en profondeur pour lancer Mbappé ou autre, mais comme là peut-être que tu as Messi, Neymar qui reviennent à chaque fois toucher les ballons et que Mbappé est un peu décalé, bah, peut-être qu'il n'y a personne en profondeur pour justement être lancé comme le faisait Marquinhos de temps en temps avec son jeu long. Ouais, Marquinhos le faisait. À l'époque aussi, Thiago Silva le faisait souvent. D'autant plus qu'hier, encore une fois, hein, on sait que le jeu penche vraiment à gauche. En plus, on l'avait déjà répété que quand Juan Bernat est titulaire, bah, il y a plus d'échanges entre Mbappé et Bernat. Et bizarrement, enfin bizarrement non, parce qu'on a l'habitude, mais c'est vrai qu'hier, sur le côté droit, parfois, Hakimi était complètement seul. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment personne, il était tout seul, il avait un boulevard devant lui, et ça jouait rarement, je l'ai dit, hein, je crois qu'il y a un moment, Neymar qui fait une transversale et qui arrive à atteindre Hakimi, mais ça doit être peut-être la seule du match. Encore une fois, l'absence de Messi, évidemment elle est préjudiciable. Là où lui, il revient au milieu de terrain, il redescend un peu, il échange, il jouait beaucoup à une touche avec Neymar, ça crée un peu de décalage. Là, c'était pas le cas. Le rôle de Sarabia était complètement différent. Tu le voyais courir à droite à gauche, ok, il faisait du pressing, mais pour le reste, c'était pas terrible. En même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir avec le temps de jeu qu'il a eu depuis le début de saison? Mais lorsqu'on te donne ta chance, quand Messi n'est pas là, et qu'on te donne ta chance, bah, il faut faire un peu mieux, même si évidemment il n'a pas eu beaucoup de ballons. Donc après, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce qu'ils l'ont dit et très bien dit. Mais oui, dans le manque de mouvement, dans le manque d'idées, dans le Neymar qui surjoue, on en parlait un peu en off. C'est vrai que l'action, ok, c'est magnifique hein, quand il fait le sombrero, etc. Tu élimines un joueur. L'idée après, c'est d'écarter directement sur la gauche. Il me semble qu'il y avait Bernat. Lui, il a voulu encore dribbler un ou deux joueurs pour montrer que c'était un fantastique technicien, mais ça, il n'a pas besoin de nous prouver, on le sait. Donc voilà, les mecs, ils ont déjoué hier face à une équipe de Benfica qui, comme l'a dit Yacine, une fois qu'elle est revenue au score, elle a fait le plus dur. Voilà, la Juve avait perdu. On sait que maintenant, clairement, que Benfica et le PSG devraient pouvoir se qualifier, d'autant plus que Paris va rencontrer Haïfa au parc dans 15 jours. Franchement, il faudrait vraiment enfin, ce serait un miracle qu'Haïfa batte le PSG au Parc des Princes. Donc, on peut considérer que le PSG est qualifié. Et puis après, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que après les histoires d'Mbappé, enfin les révélations qu'il y a eu juste avant le match, est-ce que ça a perturbé certains joueurs il semble Mbappé, j'ai pas l'impression, parce qu'encore une fois, pour moi, ça a été le meilleur du trio offensif. Donc voilà, hein, comme l'a dit Nico, hein, c'était un match Pochettinesque. Là-dessus, il a totalement raison. Mais Oui, juste un truc sur Hakimi.
à ceux qui nous écoutent qu'évidemment, on va revenir sur tout ce qu'il y a eu hier dans les informations qui sont sorties par rapport à Kylian Mbappé, mais on en parlera. On fait déjà le débrief sportif du match et puis on parlera de l'extra sportif. Malheureusement, on est obligé de faire des thèmes extra sportifs à tous les podcasts, mais on n'a pas le choix parce qu'on a plus d'actu sur ça que sur le terrain. Yacine. Juste sur Hakimi, mais pourquoi il est tout seul? Parce qu'en fait, les équipes, elles ont compris que ça ne sert à rien d'aller chercher, puisque de toute façon, vous ne jouez jamais avec lui. Donc en fait, tout le monde rentre à l'intérieur et eux, ils continuent à forcer à l'intérieur. Mais, mais moi, je Et puis, Yacine, j'ai vu une relation entre. Pardon. Non, j'ai vu 2-3 actions en deuxième période quand même où quand Hakimi avait le ballon côté droit, il y avait 2 voire 3 joueurs de Benfica dessus et du coup, ce qui faisait qu'à part Verratti qui essaie de venir pour lui proposer une solution, bah, il était un peu seul Hakimi, donc tu étais obligé de repasser derrière. Ouais, excusez-moi, attendez, j'ai la sonnette qui sonne, j'arrive. Je te laisse sur Hakimi. Non, je disais, Yacine, même il y a quasiment pas eu de relation Sarabia-Hakimi. Enfin, Mais non, mais ils jouaient bien sûr, du même côté et pourtant, il n'y a absolument rien eu. Le problème, c'est que Sarabia, je ne sais pas avec qui il a eu des relations hier, mais déjà, son match a été très compliqué. Non, mais le problème, c'est qu'en fait, comme ce que j'ai dit depuis le début de saison, à partir du moment où, moi, encore une fois, je ne suis pas un fan de dire on passe par les côtés, si tu es capable de combiner dans l'axe. Mais le fait de ne jamais aller sur les côtés, en fait, les équipes, elles ont compris. Ça ne sert à rien d'aller coulisser et te taper 15 mètres de plus sur chaque échange de ballon entre les Parisiens, puisque de toute façon, ils ne vont pas aller les chercher. Donc, tu viens à l'intérieur, et ce que disait Hugo, c'est pas faux. De temps en temps, quand Hakimi a eu le ballon, oui, il était pris à 2. Mais pourquoi il était pris à 2? Mais parce que, comme l'a dit Nico au début, les passes, elles ont tellement un manque d'intensité, c'est tellement mou, que de toute façon, dans le temps de passe, tu as le temps d'emmener 2 joueurs de l'autre côté. Donc, en fait, il n'y a rien qui va. Et tu vois, moi, je veux bien qu'on m'explique, on est au mois d'octobre, Paris est premier en championnat, Paris est premier en Ligue des Champions, parce que pour l'instant, ils sont premiers à la différence de but générale, puisque maintenant, vu qu'il y a eu 1-1 et 1-1, ce sera donc la différence de but générale qui comptera. Ok, mais c'est un constat qu'on a fait 8 fois sur 10 ans. De dire, on est premier à ce moment-là, on est premier à ce moment-là. Arrêtez, au mois d'octobre, c'est pas la vérité. Il y a le temps, machin. Ok, il n'y a pas de problème. On fera le même constat au mois de mars, et puis on dira encore une fois qu'il y avait des choses prévisibles, et qu'il n'y a pas que le résultat qui compte. Voilà, moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. Et le pire, c'est que, à la limite, tu vois, ce qui aurait été bien, c'est que les premiers matchs, ce soit ceux-là, et que les matchs qui arrivent là, ça aurait été les premiers matchs de la saison. Là, tu te dis, ah, tiens, il se passe quelque chose. Mais nous, on a eu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a 3 premiers matchs, 4 premiers matchs qui sont très, très bons, et derrière, on n'a plus rien. Mais on n'a plus rien aussi, parce que les équipes ont compris, tu ne vas pas chercher les côtés, tu combines à l'intérieur, tu limites les espaces. Ben voilà. Donc là, tu marques le pas parce que tu n'as plus de solution. Bon, je reprends le fil des discussions. Je vous ai entendu un peu, hein, désolé pour ce petit dérangement. Galtier, justement, on a parlé en plus en conférence de presse. Yacine, je vais lancer Nico dessus. Paris reste quand même sur un bilan de 3 matchs nuls consécutifs. Le 1 partout la semaine dernière, donc face au Benfica à Lisbonne. Le 0-0 contre Reims en Ligue 1 ce week-end. Et donc le 1 partout d'hier. Je vous donne la réponse de Christophe Galtier sur cette question. Vous venez de faire 3 matchs nuls. Est-ce un coup d'arrêt? Et Christophe Galtier répond, on peut le considérer comme ça, car quand on est le PSG, on se doit de l'emporter, d'être plus dangereux. Ce match n'a pas ressemblé à celui de Lisbonne, où les équipes ont plus créé. C'est un match où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, même si je trouve que nous avons été moins sous pression. Et à l'approche des 30 derniers mètres, au lieu d'accélérer, on a ralenti le jeu, ce qui a permis à Benfica de se replacer. Et sur le début de saison, on avait beaucoup plus de jeux dans la verticalité, ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface. Nico, c'est vrai que ça remonte pas à ces 3 derniers matchs, mais en tout cas, ça a en plus un impact sur les résultats, puisque au-delà du jeu qu'on décrit tout à l'heure, qui est fade, monotone, sans idée, dans les résultats, pareil aussi, flanche. Ouais, bah après, on parle de 3 matchs nuls, hein. Il n'y a pas non plus encore. C'est pas la crise, on va se calmer sur le résultat. Oui, mais enfin. Je dis pas que c'est catastrophique, hein, bien sûr. Je dis juste que voilà, ça fait 3 nuls consécutifs, c'est assez rare quand même. Bah ouais, mais après, ça correspond aussi à ce que tu proposes sur le terrain. C'est sûr que ce que tu fais hier, ça peut suffire en championnat contre des équipes qui vont venir au parc en baissant la tête. Mais on le voit, même contre Reims, c'était compliqué parce que Reims a vite compris que en mettant de l'intensité, tu mettrais cette équipe en difficulté. Benfica, à l'aller, c'était pas un problème d'intensité. Je pense que le PSG méritait pour le coup de gagner le match aller. J'avais trouvé, malgré la première mi-temps avec beaucoup d'occasions de Benfica, mais j'avais trouvé au moins un match
et notamment en deuxième mi-temps, un petit peu plus cohérente et dans l'envie surtout, quoi. On sentait quand même une volonté d'aller marquer, de faire mal un petit peu. Là, hier, c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est que t'as pas l'image d'une équipe qui joue à domicile, qui a l'impression de pouvoir écraser l'adversaire, de lui marcher dessus. Et c'est pour ça que je te disais, ça ressemble un peu au match de Pochettino, quoi. C'est de la gestion, voilà, c'est des calculs d'épicier. Alors, est-ce qu'ils sont déjà en train de gérer l'approche de la Coupe du Monde? On en a quand même beaucoup parlé. Il te dit que c'est pas un problème physique, Galtier, donc c'est qu'ils sont pas fatigués. S'ils sont pas fatigués et qu'ils courent pas, c'est qu'ils décident de pas le courir, quoi. Et donc, s'ils décident de pas courir, c'est qu'ils gèrent. Donc, peut-être que c'est ça. Et puis, comme le disait aussi Mousse au début de l'émission, le match nul à l'arrivée hier, il convenait à tout le monde parce que la Juve battue, bon, bah, avec un point, c'était quasiment la qualification en poche. Mais c'est très décevant. C'est très décevant parce qu'en fait, après, ils nous ont. Alors, Mousse, il parle du grec. Tu vois, on n'a pas les mêmes notions culinaires, mais en gros, ils nous ont agité un petit peu de caviar là, de loin. Et puis finalement, et ils nous servent du tarama, si tu veux. Voilà. Donc, c'est un peu décevant. Et il y a une régression, en tout cas. Il y a une régression dans le jeu, il y a une régression dans l'envie, dans les attitudes. Et c'est embêtant parce que bah, en fait, ils avaient que 4 matchs d'autonomie, quoi. Voilà. Et puis, bah, ils ont tout donné au mois d'août. C'est con, c'est que. Il aurait peut-être fallu garder ça pour le mois de mars, pour au moins passer un match retour. Tant pis pour nous, parce que si on joue comme ça, enfin, vous regardez les matchs des autres grands clubs d'Europe, même si les résultats n'ont pas été hier notamment super flamboyants pour les grosses équipes, mais il y a de l'intensité quand même dans les matchs. Moi, j'ai vu des images de Dortmund, ce n'est que Dortmund, mais voilà, ça court. Enfin, il y a encore une fois, voilà, c'est une question d'intensité. Voilà, le PSG d'hier, c'était un PSG sans intensité qu'on s'est coltiné pendant 18 mois. J'ai été vraiment convaincu qu'avec Galtier, ça allait un peu changer. Je commence à me rallier derrière Yacine en disant que Galtier n'aurait peut-être pas dû venir si ça continue comme ça. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, ouais, il y a de la déception. Il y a de la frustration plus que de la déception pour l'instant. C'est frustrant. Avant de passer au cas personnel des joueurs, ouais, Yass, je voulais te lancer sur le fait. Vas-y. Non, c'était pour rebondir sur les nuls des autres équipes. Parce que j'ai vu ce truc aussi. Quand Paris fait match nul, c'est un drame, et quand les autres, non. Alors, je vais donner le Real et City. Le Real, d'accord. Sur le banc, il y avait Modric, Militao, Vinicius, d'accord. Il y avait Nacho en défense. Donc, en gros, il avait fait tourner, il s'était premier. En plus, ils ont été chercher une égalisation à la fin. Bref, voilà. City, en plus, ils ont pris un rouge très tôt, donc ils ont joué à 10. Mahrez est sorti très vite. Sur le banc, il y avait Ruben Diaz, Foden, Bernardo Silva, Haaland. Non, mais attendez, me comparez quand même pas le match nul de. Non, mais c'est-à-dire que là, la Guardiola, il a donné du temps de jeu au mec. Et il a carrément mis Haaland sur le banc. Et même à 0-0, tellement le match, ils savent qu'ils vont finir premier, il ne l'a même pas fait rentrer. Non, mais on ne peut pas comparer les contextes quand même. Et évidemment, Copenhague, c'est moins fort que Benfica. Mais à un moment donné, le PSG a joué avec son équipe type. Allez, à part Messi et Mendes parce qu'il était blessé. Mais voilà, on ne va pas comparer et dire les autres, quand ils font match nul, ouais, mais les autres, ils donnent du temps de jeu. Si Paris était presque qualifié et qu'on avait vu Ekitike, Solaire, Ruiz, et que Paris avait fait match nul contre Haïfa, par exemple, je t'aurais dit oui, c'est normal, voilà, il tourne, il leur a donné au moins du temps de jeu, du temps en Ligue des Champions. Mais là, ce n'est pas le cas. Ouais, justement, avant de lancer, parce qu'après, vas-y, Mousse, tu voulais dire quoi? Non, je ne sais pas si on va encore parler de Galtier, parce que si on n'en parle plus, je voulais juste dire un truc par rapport à ce que disait Nicolas sur le fait qu'il allait rejoindre Yacine. Sur Galtier, effectivement, il y avait eu quelques réticences de certains lorsque son nom a circulé au Paris Saint-Germain. Mais les réticences, elles étaient justifiées, étant donné qu'il avait très, très peu d'expérience en Europe, encore moins en Ligue des Champions. Et en fait, quand tu vois les matchs où on a été en difficulté et le coaching qu'il faisait, ou le non-coaching d'ailleurs qu'il faisait, ou le fait de ne rien changer, que ce soit dans le dispositif tactique ou même chez les joueurs carrément, c'est là qu'elle vient la réticence. Et aujourd'hui, effectivement, on y vient. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, je pense, c'est est-ce qu'un coach du calibre de Galtier peut, en Ligue des Champions, avec la non-expérience qu'il a, changer le cours du match sur le côté tactique ou sur le coaching. Et c'est pas le fait de dire c'est un mauvais entraîneur, c'est un bon entraîneur. Non, c'est un bon entraîneur en Ligue 1. Il a gagné avec Lille devant le PSG. Lille développait plutôt un jeu plutôt pas mal. Simplement,
À Lille, il n'y a pas des mecs comme Neymar, il n'y a pas des mecs comme Messi, il n'y a pas des mecs comme Mbappé, il n'y avait pas des mecs comme Ramos, etc., etc. Donc effectivement que l'effectif lillois est parti à la guerre avec Christophe Galtier parce qu'il y avait un titre au bout, il y avait un titre historique, même s'ils ont déjà été champions à l'époque de Garcia et des Lazare, etc. Mais ça faisait quand même plus de 10 ans. Donc voilà, les réticences, elles sont là et aujourd'hui, on voit un peu ses limites. Et on a dit que l'adjoint portugais qui allait venir allait sans doute, c'est lui qui allait faire les choses. Bah, il y a pas grand-chose qui change. Et effectivement, à part le début de saison où on avait un petit espoir, on se dit tiens, il y a un vrai bloc équipe, il y a de l'intensité, il y a du mouvement, etc. Et là, comme l'a dit encore une fois l'ami Nico, on retombe dans le travers. On a l'impression d'assister au match de la saison dernière, enfin les matchs de Pochettino. Donc, il va falloir surveiller aussi ça. Est-ce que les joueurs, ils ont compris ce que demande Galtier? Est-ce que Galtier demande quelque chose aux joueurs? C'était le constat, il est terrible. Le souci, Mousse, il est pas, moi, enfin, le côté tactique, les changements, le coaching, c'est une chose et je comprends qu'on puisse en discuter. D'ailleurs, c'est normal d'en discuter. La déception, surtout par rapport à Galtier, de ce qu'on voit depuis un mois, c'est que quand ils arrivent avec Campos, et juste avant, tu avais aussi Nasser qui a parlé, c'est qu'il y a la notion de collectif, la notion de groupe, la notion d'emmener une équipe, que ceux qui sortiraient du cadre, bah, ils seraient plus impliqués dans l'équipe. Et, dans les faits, ça se révèle assez convaincant avec les matchs amicaux, la tournée asiatique, le trophée des champions et les premiers matchs de Ligue 1. Et on se dit que justement, alors Galtier, moi je suis content qu'il y ait Galtier, franchement, j'ai rien contre lui, hein, mais les réticents, je les comprends, mais je sais, ouais, on en reparlera en haut. Mais non, mais tu vois, Galtier, pour le coup, c'est un entraîneur qui arrive avec un directeur sportif et les deux ensemble, logiquement, te constituent un ensemble fort. Et c'est là quelle est la déception, en fait. C'est que Pochettino, avec tout ce qu'on lui a mis dans la tronche, on sait qu'il était complètement isolé au club. Tourelle, la dernière année, c'était la même chose. Il était en guerre ouverte avec son directeur sportif. Alors, ça ne les dédouane pas de leurs responsabilités, mais ça explique aussi des difficultés. Là, Galtier, il est dans un confort sur le papier absolu, avec un président qui siffle à la fin de la récréation pour la 23e fois en 10 ans, et avec surtout un directeur sportif qui, pour le coup, l'a nommé. Les deux travaillent ensemble, ils s'apprécient. C'est eux qui ont convaincu, enfin, pas que, mais ils sont avec Mbappé plutôt bien ensemble. Enfin, il y a tout sur le papier pour que justement ce duo-là, il t'emmène l'équipe dans une nouvelle un petit peu dimension, notamment athlétique, dans l'envie. Et en fait, on se rend compte qu'après 4 matchs, c'est terminé. Ça a déjà volé en éclats. Donc, comme tu dis, soit ils n'écoutent pas Galtier, ils s'en foutent, soit, et moi malheureusement, je pense qu'on est dans cette optique-là, il est juste impossible de faire courir une équipe comme ça, parce qu'il y a des joueurs qui, c'est pas dans leur ADN, et tu n'y arriveras jamais en fait. Et tu vois, on disait ce serait bien de voir Zidane pour voir ce qui se passera. Et ben en fait, je pense que tu mets n'importe quel entraîneur, il va être confronté au même problème. Et c'est vraiment inquiétant parce que pour le coup, je le redis, Galtier, je ne pense pas qu'il puisse être plus dans le confort par rapport à sa hiérarchie actuellement. Ils ont fait apparemment, ils ont parcouru 111 km hier le PSG et 116 pour Benfica, il me semble. D'accord. Ouais, mais on en a déjà parlé. La distance en elle-même, je m'en fous. Moi, ce que j'aime bien, c'est les stats sur les sprints, les courses à haute intensité, avec et sans ballon. Et là, le PSG, c'est dramatique. C'est dramatique. Là, on n'est même pas dernier, c'est qu'on n'est même plus dans les classements quasiment. C'est terrifiant. Les courses à haute intensité du PSG dans un match de Ligue Champion, mais ça vous fait vraiment flipper quand vous les voyez. Hein, je vous assure. Hein, je pense que même vous, à l'Urban, vous en avez plus qu'eux. Donc, non, elles sont là, les stats inquiétantes. C'est vraiment l'intensité qu'on met dans les courses. C'est la Ligue des Champions, quoi. Et nous, même en Ligue des Champions, on l'avait vu contre la Juve. Hein. Ligue des Champions, on a des mi-temps où on joue comme si on était en match amical de pré-saison, quoi. C'est terrifiant, quoi. Yacine, c'est vrai quand même que c'était un test, ces doubles confrontations face au Benfica, parce qu'on va dire que c'était l'adversaire le plus relevé de la poule du Paris Saint-Germain. Alors, on sait bien que la vérité des phases de poule n'est pas celle du printemps, mais quand même, évidemment, on n'allait pas jouer le PSG face à la Juventus, vu le niveau actuel de l'équipe. Et dans cette double confrontation, au final, Paris était quand même, était censé être supérieur sur le terrain, et on n'a pas vu forcément de différence, parce que Benfica aussi a mis les ingrédients a renforcé son milieu de terrain hier, a su contrer ce Paris Saint-Germain-là. Est-ce que toi, ça t'inquiète pour la suite de la saison? Alors, je rappelle évidemment que la vérité du jour n'est pas celle de demain et celle du printemps pour les matchs de Ligue des Champions qui vont suivre, mais quand même. Ouais, mais moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est deux choses. La première, c'est
le manque de constance de cette équipe. C'est-à-dire que, évidemment, à l'aller, la deuxième mi-temps, elle est plutôt bonne. Tu défends haut, tu récupères des ballons et t'empêches Benfica de jouer. Mais en fait, t'es pas capable, sur 4 mi-temps, tu n'es pas capable de le faire. Déjà, 50% du temps. Donc, déjà, ça, c'est un problème. Mais moi, en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est le manque de certitude que tu as. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur ces certitudes-là quand tu n'es pas très bien, quand tu es un peu dominé, etc. La première mi-temps, Benfica vient chercher Paris encore au parc. Il y a des sorties de balles, les 10 premières minutes, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on force des sorties de balles courtes alors qu'on se déplace déjà pas bien. Mais écoute, à un moment donné, si tu n'es pas bien, allonge-moi 2-3 ballons, même si on sait que Mbappé va aller dans aucun duel. Mais allonge-moi 2-3 ballons, fais-moi avancer ton bloc de 10-15 mètres au moment où tu allonges, et déjà, on va gagner un peu de terrain. Le problème, c'est que tu ne peux pas le faire, parce que comme le dit Nico, comme il n'y a pas de course à haute intensité, si tu allonges un ballon pour faire monter ton bloc, il faut qu'il y ait une course de 15-20 mètres avec de l'intensité. Et la dernière chose qui m'inquiète, en fait, c'est la lecture du jeu. Voilà. Si tu as des difficultés, le problème, c'est que je tweete avant le penalty. Est-ce que Galtier va faire un coaching avant l'égalisation? Mais en fait, tu as coupé ton micro. Tu as coupé ton micro. Bon. Oui, excusez-moi, j'avais coupé pour pas avoir d'interférence. J'ai dit, tu parles du penalty de Benfica en deuxième période. Ouais. Mais ça fait 15 minutes qu'on voit que Paris n'arrive plus à sortir un ballon. Ça fait 15 minutes que déjà Sarabia doit appuyer sur le terrain. Ça fait 15 minutes que tu dois trouver une solution parce que tu sors plus le ballon, que Benfica a gagné 25 mètres par rapport à la première mi-temps et que ça devient compliqué. Mais en fait, je n'ai pas fait un pari. C'est juste la conséquence logique de cette séquence de Benfica. C'est tout. Et le problème, c'est que tu as un coach. Et le pire, c'est qu'au début, en tout début de deuxième, quand ils ont du mal à sortir, il approche du terrain. Alors, il donne deux, trois consignes. Il parle avec son adjoint. Il y a 3 joueurs qui vont s'échauffer. Je me dis, il va agir tout de suite. Donc, non seulement il n'agit pas, mais après le penalty, il se passe encore presque 20 minutes avant qu'il fasse son premier changement. 12 minutes, parce que le penalty est à la 62e et Kitike rentre à la 74e. Ah, il rentre à la 74e, ouais. 74e. Bon, okay. Un gros quart d'heure où il se passe. Mais c'est pas possible. Donc, la lecture de jeu, puisqu'il n'y a aucun joueur sur le terrain qui est capable de remettre de l'ordre, c'est au coach. Mais le coach, il n'est pas capable non plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, préparez-vous, même si Paris est capable de dominer n'importe qui en 8e de finale, quand il y aura 30 ou 45 minutes où Paris sera en difficulté, il ne se passera rien. Il faudra juste prier pour ne pas prendre les fameux 3 buts en 20 minutes qui se passent tous les ans. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, j'avais vu, Yacine, que tu avais tweeté, à mon avis, à la pause, Sarabia va sortir vu son match compliqué et pour faire entrer Solaire ou Ekitike. Et bon, on a attendu un quart d'heure avant la fin. Voir Ruiz. Tu vois, moi, je m'attendais même, par exemple, à renforcer son milieu. Et à la limite, comme l'avait fait Tourelle, parce que je vous rappelle que Tourelle l'avait déjà fait aussi, j'aurais mis Mbappé, Neymar devant. En gros, débrouillez-vous, puisque de toute façon, il n'y a pas de circuit de passe. Et ben, au moins, allez-y, restez libre devant, débrouillez-vous. Je rajoute un milieu pour densifier, et puis on verra ce qu'on peut faire. Ouais, Ruiz, il est rentré qu'à la 85e minute de jeu. Donc, et Solaire à la 88e. Alors, Solaire, moi, je suis même. Il remplace Mbappé. Ouais. Il remplace Mbappé parce que Mbappé a pris un coup sur la cheville, hein, sinon il ne serait même pas rentré. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Justement, Mousse, je vais venir avec toi par rapport à la composition du Paris Saint-Germain hier. On en a parlé, il y avait les absences de Lionel Messi, de Nuno Mendes. On s'est même posé la question de savoir si Christophe Galtier allait revoir un peu ses plans et passer sur un 4-3-3 pour renforcer son milieu. On l'a dit, où le milieu avait un peu de difficulté. De toute façon, dans ce système de 3-4-3, on n'utilise pas trop les pistons, donc on aurait pu passer une défense à 4. Donc Christophe Galtier, il a fait le choix de continuer avec son système. Notamment, il y avait la titularisation, du coup, avec l'absence de Messi, de Pablo Sarabia. Pablo Sarabia, on l'a dit depuis le début de saison, il avait fait une bonne préparation. Il avait été bon pendant le Trophée des Champions. Et donc, on pensait qu'il aurait plus de temps de jeu. Il n'a pas beaucoup joué, tu disais tout à l'heure, Mousse. Là, il avait l'occasion, face à Reims, c'était titulaire. Il a été titularisé une deuxième fois hier. Forcé de dire qu'il n'a pas marqué des points pour bousculer la hiérarchie. Je ne vais pas dire ça parce qu'évidemment, c'est pas possible d'être titulaire avec les 3 devant, mais au moins gratter plus de temps de jeu que ça. Bah, en plus, moi, j'en ai parlé pendant ton absence de Sarabia et je pense qu'on était tous d'accord. On se demandait, mais comment ça se fait qu'il a si peu de temps de jeu? Évidemment qu'hier, il fait pas un bon match, mais en vérité, évidemment que ça peut s'expliquer. Parce que quand tu sais que tu vas avoir un programme chargé jusqu'à la Coupe du Monde, quand tu as enchaîné les matchs, quand il y a eu la coupure internationale, etc.,
On se rappelle, on en parlait avec Yacine, je crois que c'était lors de la préparation, Galtier faisait des coachings à la 60e et on était tous contents, on se disait tiens, ça change un peu de Pochettino, là il y a du vrai coaching. Est-ce que est-ce que jusqu'à la Coupe du Monde, ça va pas être comme ça pour ménager les uns et les autres? Moi, je pensais que c'était plutôt une bonne idée. C'est-à-dire que lorsque tout se passe bien en début de saison et que tu gagnes tes matchs assez facilement, tu laisses sur le terrain les mecs jouer 90 minutes, 88 minutes, 87 minutes. Et tu faisais rentrer les mecs 2-3 minutes. Il aurait peut-être fallu, lorsque le score était acquis et que tu dominais les matchs, je parle du début de saison, et ben faire sortir un des trois chacun leur tour. Au lieu de les faire sortir à la 85e, le 86e, ben les faire sortir à la 65e pour que les mecs aient un peu plus de rythme. Un joueur comme Sarabia qui sortait d'une bonne saison en Sporting, et ben je pense qu'il aurait pu rendre pas mal de services. Ekitike, c'est pareil, il arrive assez tôt. Ok, il fait pas la préparation au Japon. Je crois qu'il y a des problèmes administratifs de visage ou je ne sais pas quoi. Mais après, une fois que tout va bien, tu peux l'incorporer dans la rotation. Or là, Sarabia, tu lui donnes, il en avait parlé aussi dans le dernier podcast. Si tu changes toute l'équipe, comme contre Reims, il y a aucun automatisme, il y a absolument rien. C'est super difficile. D'autant plus que là, il remplace Messi, ils sont pas du tout dans le même rôle. Oui, moi j'ai dit qu'il n'avait pas fait un bon match, mais en même temps, voilà, il a pas assez de temps de jeu pour pouvoir s'imposer. Moi, encore une fois, je pense que s'il avait été dans la rotation dès le départ, en jouant des 25-30 minutes par match, et comme ça permet de reposer certains joueurs, ouais, bah là, ça l'aurait fait. D'autant plus que lui, en plus, il peut jouer sur un côté, il peut jouer derrière les attaquants, tu vois, il est assez polyvalent, Sarabia. Donc, moi, oui, vas-y. Non, pour compléter ce que tu disais, j'ai lu aussi pour dire des choses positives que du coup, avec Pablo Sarabia, bah, ça a évité de prendre l'eau sur les phases de temps faible que tu avais parce qu'il y avait un meilleur équilibre par rapport aux courses de Sarabia. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que défensivement, on l'a vu faire le pressing, revenir, etc. Oui, ça, il y a pas de souci. Évidemment qu'il y a peut-être un meilleur équilibre. Après, devant, franchement, c'était le néant, c'était le néant total. Et il n'a pas eu beaucoup de ballons à sa décharge. Hein. On a aussi très peu joué avec lui. Hein. Et il y a sa frappe, Nico, où il est dans la surface. Là, il y a un centre d'Mbappé. Neymar la contrôle la poitrine et la remet sur Sarabia. Frappe un peu molle quand même, t'es d'accord? Et lui, Neymar, il souhaitait une remise de Sarabia parce que quand tu vois la tête qu'il fait après la frappe de Sarabia, il n'avait pas l'air très content. Un peu molle. Ouais, un peu molle. Ouais. Alors, entre le moment de la frappe et le moment où le gardien l'a capté, moi je suis allé me chercher un verre d'eau, quoi. Donc, ouais, t'es un peu molle, ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. Non, mais Sarabia, il a un état d'esprit que je suis d'accord avec Mousse. Voilà, c'est un joueur de devoir, c'est un soldat. Et sur le papier, on aime bien ce genre de joueur. Maintenant, Sarabia, c'est très limité. Moi, je suis désolé. Il venait de jouer à Reims, donc il avait un petit peu de rythme dans les jambes quand même. Donc sa première mi-temps. Mais avec une autre équipe, il joue Nico. Hein. Il joue avec beaucoup de. Ouais, enfin, tu peux jouer avec n'importe qui, ça t'empêche pas d'être capable de réussir un contrôle ou de te déplacer entre les lignes. Et puis, enfin, Sarabia, il est invisible hier. Hein. Tu joues à 10. Hein. Franchement, tu joues à 10 en première mi-temps. Il ne sert à rien. Alors, ouais, il se replace, il coupe quelques passes, il quelques lignes de passe par son placement, mais ça ne sert à rien. Quoi. Et puis, effectivement, moi, je pensais aussi qu'à la mi-temps, on allait renforcer ce milieu de terrain, passer en 3-5-2, par exemple, pour essayer d'avoir un peu plus de consistance. De toute façon, ça ne sert à rien de s'entêter à. On va vraiment passer pour des salmos capricieux, mais le système A3, il va falloir le mettre de côté. Ça ne sert à rien. Il ne sert à rien actuellement le système A3. Il sert juste à te mettre en difficulté au milieu parce que tu n'as que deux joueurs qui font un boulot monstrueux. Et puis, tu as deux pistons qui, en fait, tu ne sais pas s'ils doivent attaquer ou défendre. Donc, ils sont trop pour défendre correctement. Et quand ils sont trop hauts, de toute façon, on ne leur donne pas le ballon. Donc, aujourd'hui, le 3-5-2, il n'a aucune justification puisque le système mis en place, les demandes de jeu, les circuits de passe ne mettent absolument pas en valeur le 3-5-2. Donc, autant passer à 4 derrière pour renforcer un peu le milieu, puis pour voir un peu si ça donne un peu plus de consistance. Et puis en plus, ça permettrait au PSG d'avoir deux systèmes modulables et de pouvoir un petit peu s'adapter, parce que pour le coup, hier, je pense vraiment qu'en deuxième mi-temps, le système à 4 derrière t'aurait vraiment fait du bien. Mais est-ce que c'est pas, honnêtement, est-ce que c'est pas parce qu'il y a Ramos qu'ils insistent sur le système A3 et que tu peux pas laisser Ramos sur le banc et tu peux, parce que, pareil, moi je trouve que Danilo, encore une fois, il fait un bon match. Voilà. Tu mets Danilo au milieu, Mousse. Hier, si tu veux jouer avec la même équipe, tu mets le Marquinhos, Ramos en défense, tu mets Danilo en sentinelle et puis tu mets les deux ptios
Tu mets Vitinha Moi, je te parle tu peux le je te faire. parle du début de saison où tu as Kimpembe, Marquinhos et Ramos et que Galtier est un peu bloqué parce qu'il ne peut pas mettre il peut pas mettre Kimpembe sur le banc et il aura du mal à mettre Ramos sur le banc. Je rigole parce que, en fait, je vais redire ce que j'ai dit donc l'année dernière. Vous cassez pas la tête, prenez un attendant à 2000 euros et vous ferez la même équipe. Voilà, puisqu'il ne peut pas mettre Ramos sur le banc, il ne peut pas mettre Kimpembe sur le banc, il ne peut pas mettre Verratti sur le banc, il ne peut pas mettre Neymar sur le banc, il ne peut pas mettre Messi sur le banc, il ne peut pas mettre Après, Hakimi Yass, sur le banc, il ne peut pas mettre Mendes sur le banc. Yass, En fait, il peut. Bah alors, laissez-moi faire les. Mais l'équipe, je vous la fais tous les jours. Eh, Il n'y a il y a pas besoin que- d'un Yassine. entraîneur. Les seuls joueurs que tu peux, les seuls joueurs que tu peux remplacer, c'est Vitinha, No Mendes et Hakimi. Mais le coaching, Ouais, le coaching, tu peux le prévoir parce que je savais qu'il allait sortir. La compo de départ, je l'ai prévu. Non, mais vous cassez pas la tête à donner 150 000 balles à un mec. juste Donnez Yacine, 2000 balles à Didine, il vous fera la même équipe. Yacine, Ouais. juste un truc, parce que tout le monde va dire, ah bah ça y est, vous avez réclamé la défense à 3 et maintenant vous retournez votre veste. Mais la défense à 3, si tu l'as fait, c'est pour exploiter les qualités de Mendes d'un côté et d'Hakimi de l'autre. C'est pour ça Justement. qu'on réclamait. Tu as recruté des joueurs pour ce système-là. Pochettino n'a pas voulu l'exploiter, n'a pas voulu le faire. Aujourd'hui, Galtier arrive. Dès le départ, il a dit non, on va jouer à une défense à 3. Parce que voilà, il y a des très bons pistons. Tu as 3 défenseurs centrales de très bon niveau, on va dire, même si ça se passe pas très bien aujourd'hui. Mais force est de constater qu'au bout de 15 ou 18 matchs, je sais pas, ça fonctionne pas parce que tu n'exploites pas les qualités des latéraux. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc revenez à une défense à 4, utilise-la contre certaines équipes pour t'adapter, etc. Mais là, ça y est, on a essayé, ça fonctionne pas. Revenons à un 4-3-3, tu auras plus d'équilibre et tu auras surtout plus de certitude. Non, mais en fait, je pense qu'il y a un truc qui est encore plus simple. Revenons à rien du tout, en fait. Ni à 4, ni à 3. Non, mais je vous le dis, revenons à rien du tout. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on va parler du système. Alors déjà, je répète tout de suite, on va faire court. Première chose, l'état d'esprit. De toute façon, tu n'es pas dans l'état d'esprit. Tu peux jouer en 8-1-2, en 18-3-4, ça ne changera rien. Voilà, déjà. La deuxième Si on chose, joue en 18-3-4, on va pas prendre de but, a priori. c'est quoi, je suis pas sûr, je te jure. J'ai un Parce doute. on met déjà 5 joueurs dans le but, donc au moins, c'est J'ai un impossible. doute. La deuxième chose, c'est que effectivement, ils ont parlé du système à 3. Alors, oui, pour les pistons. Mais rappelez-vous de la phrase primordiale. On cherche une pointe pour permettre à Mbappé d'être à 2 devant. Donc, d'avoir un joueur qui joue avant-centre. Donc, quand tu as tes pistons qui débordent ou qui sont trouvés, qu'ils aient au moins une référence devant le but. On ne l'a pas. Donc, je vais être très clair. Tu joues dans un système où finalement, tu n'as pas l'avant-centre qu'il te faut, tu n'utilises pas tes pistons. Et le seul qui pourrait peut-être jouer avant-centre, il décide de toute façon de jouer à gauche. Donc l'entraîneur, il sert à quoi? À rien. Encore une fois, il ne sert à rien. On met 11 noms sur le terrain, on ne met pas de compo, il n'y a pas de 4-3-3, tout ça. On met les noms qui sont obligatoires, donc il y en a 10. Puis on choisit le 11e en se disant bah, peut-être Vitinha, peut-être machin et tout. Et puis après, on dit bon les gars, voilà. Prenez le ballon, allez faire un foot. Voilà, c'est mieux, vous ne cassez pas la tête. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de collectif. Et ton système, il ne sert à rien. Et en plus de ça, je termine là-dessus. Le système, Galtier, il est pris au piège de son putain de discours depuis le début de saison. De dire, j'ai vu. On va jouer en 3-4-3 parce que cette équipe est faite comme ça. S'il revient au bout de 10 matchs au 4, on va lui dire, mais attendez, dès qu'il y a 2 matchs nuls, vous revenez à 4. Pourquoi à 4? Il est mort. La communication du début de saison où tout le monde s'est enflammé, moi je rigolais, mais il est mort. Est-ce que vous pouvez changer les 3 de devant? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le collectif, c'est le cadre. Le mec qui sort du cadre, il dégage. On va jouer en 3-5-2. Écoute, les trois, on est le 12 octobre, c'est déjà fini. Voilà. C'est déjà Et fini. c'est pour ça, Yacine, il faut insister de dire que si on critique, toutes les critiques qui viennent, mais pas que de nous, hein, même les supporters en général, vous allez sur les réseaux, ça découle du discours de pré-saison. Et nous, on a attendu, on s'est dit, bah tiens, il y a du changement, ça va bouger, le collectif avant tout, personne au-dessus de l'institution, etc. On a attendu tout ça. Pareil, tu as raison de le souligner, Yacine. Tout de suite, il nous a parlé, il a été franc. On va jouer en 3-4-3 parce qu'on a un effectif qui est taillé pour ça, on a des joueurs qui sont taillés pour ça. Et on a attendu. Aujourd'hui, on est, comme tu dis, on est mi-octobre et on n'a rien vu.
En tout cas, on l'a vu au début préparation, début de match, début de saison un petit peu, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais là, ça fait quoi? 7-8 matchs? Tu parlais, Hugo, de 3 matchs consécutifs, mais même quand tu gagnais avant, dans le contenu, c'était pas génial non plus aussi, tu vois. On l'a dit, Voilà. après Toulouse, le 31 août, le contenu, il est plus bon. Tu gagnes les matchs, mais le contenu, il est plus bon. Et ça me faisait penser quand même, Yacine, quand tu parlais de gestion d'effectifs et du fait que Paris ne peut pas changer un tel, ça me faisait penser à Manchester City, où Pep Guardiola, lui, c'est marrant parce que les 11 ne se ressemblent pratiquement jamais, à part peut-être De Bruyne et Cancelo, mais sinon, Ruben Dias, il peut être sur le banc, Riyad Mahrez, il peut mettre mis 3 matchs remplaçants puis être titulaire, Haaland, là, il peut ne pas débuter, il y a Gundogan qui est capitaine, plusieurs matchs d'affilée qui marque, et ben contre Southampton le week-end dernier, il joue pas. Lui, il n'hésite pas du tout dans son 11 titulaire avec des mecs qui jouent tout le temps à les mettre sur le banc pour faire tourner, pour qu'il y ait une émulation et que tout le monde soit concerné. Ça me fait penser. En fait, ça me fait penser à ça. Lui, Guardiola, on tape qu'il y a un mec machin, s'il veut le mettre sur le banc parce qu'il y a un tel qui doit jouer à la place, peut-être qu'il a été meilleur à l'entraînement, et ben il joue. Mais parce que c'est pas le même CV, Hugo. C'est pas le même CV, tu vois. Ancelotti, c'est pareil, il peut le faire. Klopp, il peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, Guardiola peut le faire. Galtier, c'est compliqué pour les gens. Mais du coup, c'est quand même, il y a quand même que à Paris que tu fais ça. Il y a eu plusieurs entraîneurs. Il n'y a pas eu Galtier, Tourelle, il le faisait pas. Pochettino, il le faisait pas. Depuis Ancelotti, il n'y a pas un mec qui est capable de mettre un joueur sur le banc quand il n'est pas bon. Donc, et encore, je dis Ancelotti, mais bon, les joueurs à l'époque. Ancelotti, Ibra le respectait totalement. Il n'y avait pas de souci avec Ancelotti. Ce que j'allais dire, niveau mentalité, au moins les joueurs ils gueulaient pas quand ils allaient sur le banc ou autre. Donc après Ancelotti, il était très clair. Il y a des statuts. Donc de toute façon, les remplaçants, ils savaient qu'ils étaient remplaçants toute l'année. Mais je peux terminer parce que j'ai oublié sur Sarabia. En fait, Sarabia, ça va être simple. Sarabia, c'est le profil type du joueur espagnol. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est formé à un collectif, qui a besoin du déplacement des uns et des autres et de principes de jeu très forts. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai à faire. Quand j'ai ce ballon-là, je vais là. C'est pas de la robotisation. Ça veut dire qu'en fait, un joueur, il a 2 ou 3 possibilités à chaque fois qu'il reçoit un ballon. Et en gros, tiens, lui, là, il se passe ça. On trouve cette passe-là. Lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Ce joueur-là qui a le ballon, il trouve une des 3 possibilités. Et celle-là engendre des choses. C'est des principes de jeu. Et c'est le football espagnol, fait de beaucoup de passes, de mouvements, etc. Sarabia a besoin de ça déjà, premièrement. Il a besoin d'un collectif autour de lui où il se passe des choses. La deuxième chose, c'est de dire que, évidemment que Sarabia, son match, techniquement, il est horrible hier. Il est catastrophique. Mais en fait, Sarabia, ça va être très simple. Mais Sarabia, on l'a perdu. Sarabia, il sort d'une très bonne saison Sporting où il s'est éclaté. Il revient. Tu le gardes. Tu lui dis qu'il fait partie de la rotation. Il fait 2 premiers matchs intéressants. Pas exceptionnels. Je ne suis pas en train de dire qu'il postule dans les 30 du Ballon d'Or. Hein. Il fait son match. Il fait des courses à vide. Il ouvre des espaces. Résultat en plus, c'est les 2 matchs pratiquement avec Lille où tu marques le plus de buts. Voilà. Et derrière, il sort. Mais non seulement il sort parce que Mbappé revient, mais il ne rentre plus du tout. D'accord? Mais en fait, le message que tu lui envoies, il est catastrophique. Et encore une fois, je ne défends pas Sarabia dans le sens où moi, je n'aime pas ça. Parce que je considère qu'un mec, il est payé à faire son travail. Voilà. Mais malgré tout, ça reste un être humain. Et quand tu t'es donné pendant la préparation, que tu sors d'une très belle saison, que tu étais bien au Sporting, qu'on te force un peu à rester parce que les contraintes du mercato, machin et tout. Et qu'en plus, tu joues les 2 premiers matchs, que tu fais ton taf, et que derrière, tu disparais, que le coach ne te calcule plus, qui te fait rentrer 2 fois à la 89e et que tu joues plus de matchs de tout le mois de septembre, bah oui, mentalement, on l'a perdu, c'est terminé. Et Yas, tu veux que je te donne son temps de jeu là? Bon, au-delà des 2 matchs qu'il a commencé titulaire. 10 minutes contre Benfica, 3 minutes contre Nice. Alors avec l'Espagne, il a commencé 2 fois titulaire. Ouais. Il a joué avec l'Espagne toujours. Contre Lyon, il reste sur le banc. Contre Maccabi Haïfa, il reste sur le banc. 14 minutes contre Brest. Sur le banc face à la Juve, etc. Il a été titulaire 2 fois avant. C'était contre Clermont lors de la première journée. Et face à Nantes lors de la 6e journée pour la victoire 3-0 du PSG. Et le trophée des les gars, on est en train de perdre Nico. Hein. Là, il est en train de s'endormir, le pauvre. Alors, parce qu'on va. Bon, d'ailleurs. Ça fait 10 minutes qu'il n'a plus dit un mot, il est parti, là, ça y est. En fait, c'est parce que je viens de réaliser que c'était une saison de merde qui était partie. Je suis en train de déprimer tout ça, je vous écoute et je me dis que c'est même le dernier podcast avec vous, puisque c'est pénible. Nico, je vais essayer de te retitiller un peu. Je pense qu'on a été assez complet sur le match. On n'aura pas grand-chose d'autre à dire parce que voilà, on a tout résumé. Vous avez tous bien résumé ce qu'on a vu hier et donc sur un partant entre le Paris Saint-Germain et Benfica. Et je vous l'avais dit, on va évidemment parler dans cette deuxième partie du podcast
de ce qui s'est passé hier par rapport à Kylian Mbappé et les informations qui sont sorties. Alors, qui ont été sorties tout d'abord, rendons à César ce qui appartient à César, par Daniel Riolo qui en a parlé la veille du match dans l'afterfoot sur RMC. Puis hier, le média espagnol Marca qui a confirmé l'info en disant que donc le point de rupture avait été atteint entre Mbappé et le club. Donc, il voulait partir à tout prix, même en janvier s'il le pouvait. On discutera après de si vous y croyez ou non, mais en tout cas, c'est ce qui a été sorti. Les raisons, ensuite, ça a été confirmé par Le Parisien, ça a été confirmé par l'équipe et puis aussi par Canal, ces informations. Donc, les raisons données par Marca, pourquoi Mbappé voudrait partir, il ne serait pas satisfait de ses dirigeants qui n'auraient pas tenu leur promesse de l'été, c'est-à-dire le recrutement d'un numéro 9 pour servir de point d'appui, le départ de Neymar qui n'aurait pas été fait, que Mbappé aurait demandé, Luis Campos, lui, qui est arrivé aussi cet été, qui est du côté du clan Mbappé, est en guerre ouverte avec Antero Henrique depuis cet été sur la gestion des départs. Il lui reproche d'avoir fait beaucoup de prêts et non des transferts secs. D'ailleurs, Luis Campos, je vais vous le donner direct maintenant, qui, et c'est assez rare de l'entendre, est venu démentir hier toutes ces infos qui sont sorties au micro de Canal+ en avant-match. Je vous donne la réponse de Luis Campos. Il y a des rumeurs tous les jours, on ne peut pas toutes les commenter, mais à quelques heures de cette rencontre, c'est grave de parler de ça. Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé, il n'a jamais parlé de partir en janvier. Il n'en a jamais parlé avec le président non plus. Ce n'est pas une déclaration du joueur, en plus, c'est une rumeur. Et ensuite, la rumeur aussi prêtait des intentions de départ à Luis Campos et même à Christophe Galtier dans le packaging. Luis Campos, donc dans les informations qui sont sorties par les différents médias, reprocherait au club de ne pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions et souhaiterait lui se passer des services d'Antero Henrique. Et donc, il a démenti ces infos en disant « Je suis très content d'être au Paris Saint-Germain. J'ai 3 ans de contrat. Et à la fin de ces 3 années, je veux que le Paris Saint-Germain ait une ligne supplémentaire extraordinaire à son palmarès. » Nico, je vais te lancer dessus pour te réveiller un peu, passer à l'extra sportif. Malheureusement, on est obligé d'en faire beaucoup avec ce club. Comment on analyse tout ce qui s'est dit hier dans la journée, sur aussi ce qui a peut-être influé les joueurs pendant le match? Comment tu analyses tout ça au lendemain? Écoute, il y a plusieurs trucs de très embêtants dans ce qui s'est passé hier. D'abord, le timing, évidemment. Jour de Ligue des Champions, tu sors une info comme ça, c'est une grosse bombe et j'ai du mal à croire que le groupe… Alors, ça n'a pas été un élément qui explique le match nul hier, je pense. Mais ça, ils ont forcément discuté de tout ça. Enfin, les joueurs, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, surtout quand ils sont ouverts. Donc, évidemment que Mbappé a été au cœur des discussions hier entre les joueurs, peut-être pas entre eux, mais avec les entourages. Évidemment qu'ils ont dû parler que de ça. Donc, déjà, le timing me gêne. Après, écoute, c'est le PSG. Voilà. C'est notre club, les amis. J'ai envie de vous dire… Enfin, on peut même pas être surpris de toute manière, puisque c'est l'ADN du PSG de se créer des problèmes. On parle d'un club quand même qui est leader invaincu en Ligue 1, leader invaincu en Ligue des Champions, et c'est déjà la 2e ou 3e mini-crise qu'on se tape en un mois. J'ai l'impression que ce qui s'est passé hier, c'était juste une guerre de clans entre les membres de la direction. Pour moi, ça vient de Campos et de Henrique. Voilà, je vous donne juste mon point de vue. C'est pas une information, c'est mon ressenti. On sait que les deux Portugais ne peuvent pas se saquer et qu'ils ne veulent plus travailler ensemble. Campos a pour lui d'avoir le clan Mbappé à ses côtés. Et je suis persuadé que Campos et Mbappé sont de mèche sur ce genre de choses pour effectivement… Ta connexion est un peu compliquée, Nico. On comprend ce que tu dis, mais c'est un peu saccadé et il y a des problèmes de réseau. Alors, je ne sais pas si… Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? Alors, il y a toujours un petit défaut de connexion quand tu parles. Je vais brancher un autre truc. Vas-y, je donne la parole à Yacine et je reviens après. Bon, de toute façon, on a quand même compris ce que tu voulais dire, Nico, que tu étais assez agacé, surtout au niveau du timing de ces informations sorties. Yacine, et je vais juste rajouter un élément que j'ai entendu hier en avant-match sur le canal. Oui? Je vais partir, je crois. Ouais, c'est comme je vais bientôt partir. Oui, parce que c'est vrai que tu nous perds tu nous lâches dans 20 minutes parce que évidemment tu dois emmener ton fils jouer au foot et donc c'est une très bonne chose. Oui, pardon Yacine, hein, c'est surtout pas pour te couper l'herbe sous le pied, c'est qu'à je vais y aller et du coup j'espère que tu te comportes bien au bord des terrains, Mousse. Merci. Ouais. Je suis pas le parent qui fait chier l'éducateur. Hein. Figure-toi que je ne reste même pas. Donc, comme ça, tu vois, c'est bien raison. Bon alors Mousse, moi,
Mousse, ton regard sur tout ce qui est sorti hier par rapport aux informations, est-ce que toi, tu as eu vent de certaines choses? Est-ce que tu penses pareil que Nico, que c'est une guerre de clans et que du coup, c'est le côté, le clan Campos Mbappé qui a fait sortir cette information via peut-être la mère de Kylian Mbappé, c'est ce qui est un peu ressorti, pour faire pression sur différentes choses et que c'est pas forcément Kylian Mbappé qui s'est exprimé auprès de son clan en disant je veux partir à tout prix. Bah, évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu et évidemment que ça part du clan Mbappé. Ça c'est logique, c'est évident et je pense que tout le monde l'aura deviné. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, c'est pas la première fois que lui-même a fait passer ses messages. Enfin, il l'a fait aux yeux de tous. Hein. Le dernier, c'était le hashtag pivot gang. Il avait aussi fait des remarques en équipe de France. De par son attitude sur certains matchs, il nous avait fait comprendre qu'il n'était pas d'accord. Et moi, ça, il y a pas de souci. Simplement, ce qui nous gêne, nous, c'est que si vraiment tu as un désaccord, tu peux pas l'exprimer à chaque match, en fait, tu vois. Règle ça une bonne fois pour toutes avec la direction. Enfin, je veux dire, là, tu joues un peu contre ton club. Pourquoi je me rappelle du dossier Cavani. Quand il arrive, il y a Ibrahimovic et il est pas content lui aussi. Hein. Donc, tu vois, c'est la même chose. Hein. Il est pas content. Et je crois qu'il donne une interview à l'équipe, il le dit, et puis basta. Après, on l'a plus entendu parler, tu vois. Ça l'a pas empêché de faire les efforts, de faire des allers-retours, etc. Et en gros, moi, je juge pas le fond sur le fait qu'il a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, etc. Moi, je le crois bien volontiers. Hein. Et d'ailleurs, on a tous vu que le mercato il était un peu bizarre. Simplement, pourquoi tu es obligé de le faire en public? Parce qu'il y a deux choses. Il y a, tu mets tes partenaires dans une position délicate et tu mets aussi le club dans une position délicate, en fait. C'est ça, moi, c'est ça qui me gêne dans cette histoire. Pour revenir à Campos, Antero, Henrique. À la base, c'est deux hommes qui s'entendent bien. Il n'y a pas de souci. Et je peux même vous dire que Mbappé avait, parce qu'il semblerait que ça s'est un peu dégradé, mais avait d'excellentes relations avec Antero Henrique. Sur l'info qui est sortie qui disait si jamais Mbappé part, Campos suivra. Moi, je peux vous assurer, et de toute façon, j'en avais même parlé avec Yacine, et je crois que je t'en avais parlé aussi à Nico, Antero Henrique, aujourd'hui, le président Nasser Al-Khalifi l'a toujours eu en haute estime. Même quand il s'est séparé de lui, il s'est séparé de lui à contre-cœur. C'était un crève-cœur pour Nasser Al-Khalifi. C'est qu'à l'époque, il y avait trop de problèmes avec Tuchel et il a été obligé de faire un choix politique parce qu'il pouvait pas virer Tuchel au bout d'un an. Donc, il a sorti Antero et encore une fois, il était dégoûté de le sortir. Ils lui ont filé un poste de directeur du football technique au Qatar. Je connais pas très bien le poste exact, mais vous m'avez compris. Aujourd'hui, si Nasser devait faire un choix, je suis pas sûr qu'il choisirait Campos. Je suis pas sûr. Sur les promesses, Yacine l'a dit, Nicolas l'a dit aussi, mais il faut quand même ne pas connaître Nasser El-Khalifi et être un peu naïf pour croire qu'il allait accéder à toutes tes requêtes. On parle de Lewandowski, il n'est pas venu, mais ça c'est ni la faute de Nasser, ni la faute de personne. Il voulait pas venir, Lewandowski. Ça ne l'intéressait pas, le PSG. Donc, quoi qu'il arrive, il serait pas venu. On parle de Rashford. Quand le PSG s'est approché de Manchester, Manchester a dit c'est 100 millions. Le Qatar, ils vont pas non plus dépenser 100 millions juste pour faire plaisir à Mbappé quand même. Et moi, je l'ai dit le dernier podcast, et j'en ai parlé souvent avec Yacine, dès qu'on a vu le comportement d'Mbappé et le fait qu'il n'était pas satisfait, moi, dans ma tête, à 99%, je savais que, alors, pas cet hiver, parce que je pense que ça sera quasiment impossible, mais l'été prochain, franchement, je ne le vois pas continuer comme ça. Je pense que lui, il s'est senti trahi, sans doute, et peut-être qu'effectivement, il a fait des promesses que le président n'a pas tenues. Cet hiver, faut pas rêver, parce que Nasser Al-Khalifi, jamais il laissera passer, et jamais il va renforcer un concurrent à la Ligue des Champions au mois de janvier. Donc, ça, c'est mort. L'histoire de, oui, Marca qui sort, oui, tant que c'est pas le Real Madrid, Nasser le laissera partir où il veut. Ça, c'est faux. D'abord, c'est interdit en France. Tu peux pas mettre ce type de clause. Donc ça, c'est juste pas possible. Et dernière chose, Nasser, il aurait pu lui promettre tous les meilleurs joueurs du monde. Lui, ce qui l'intéressait, et enfin, surtout l'émir, pour le rayonnement du Qatar, c'est d'avoir Mbappé sous les couleurs du PSG pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que l'été prochain, lorsque Mbappé dira, bah voilà, moi, je me suis senti trahi et vous n'avez pas respecté les termes du contrat, et c'est sans doute vrai, hein, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein.
eh ben, Nasser dira, bah, d'accord, bah, écoute, s'il y a un club qui pose 250 millions ou 300 millions d'euros, eh ben, nous, on te vend. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si tout le monde a confirmé hier, et nous, Yacine et moi, les petites infos, parce que pareil, nous aussi, on passe des coups de fil depuis hier pour savoir s'il y a du vrai, il y a du faux. Peut-être que lui l'a dit dans son cadre privé qu'il voulait se barrer, tu vois, qu'il voulait partir. Parce que je rappelle que France Bleu Paris sort un article où il ressortent des mots d'Mbappé qu'aurait dit à son entourage. Il dit, personnellement, je me suis trompé. Ah, il dit, on s'est trompé et moi le premier. Voilà, on s'est trompé, moi le premier. France Bleu Paris, honnêtement, c'est pas le genre de. Honnêtement, ils sont bien informés et c'est pas le genre à faire du buzz. Donc, honnêtement, je les vois pas inventer ce genre de choses. Donc voilà, tout ça, effectivement, Marca, ils sont malins. Ils ont vu Daniel Riolo sortir le truc la veille. Ils se sont dit, tiens, on va pourrir le PSG le jour où ils ont un match important. Voilà, j'allais dire, c'est une bonne guerre de leur côté, en tout cas. C'est évidemment ils ont sauté sur le truc pour déstabiliser. Et puis après, je pense que tous les journalistes ont passé des coups de fil et ils se sont fait confirmer le truc. Et ce qui a donné cette journée un peu bizarre où finalement, on n'a pas parlé du match, on n'a pas parlé de tout ça, et on n'a parlé que d'Mbappé. Voilà. Yacine, par rapport et d'ailleurs, c'est intéressant ce que dit Mousse parce que on parlait pas du match, on n'a pas parlé du match. Et j'écoutais Christophe Lolichon qui est consultant pour Canal+. Et Eric Bénard posait la question en avant-match sur Canal. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le groupe avant un match, etc., de voir qu'Mbappé fasse ce genre de déclaration en off, on pense qu'un peu à sa tronche pour vouloir départir dès l'année prochaine, etc., voire même en janvier. Et Christophe Lolichon disait quelque chose d'intéressant. Il disait, bah, quand vous êtes dans un match avec des champions comme ça et que vous avez peut-être besoin dans le vestiaire de vous regarder, de vous dire, allez les gars, on y va, pour avoir un supplément d'âme, bah, vous l'avez peut-être pas parce qu'en fait, vous dites pas le copain d'en face, il dit qu'il veut se barrer, il veut que lui il parte, il veut que là machin, et au final, ça déstabilise un groupe. Et lui, il disait, à Chelsea, parce que voilà, Christophe Lolichon était directeur des gardiens à Chelsea, il était même sur le banc. À Chelsea, il y avait quand même des joueurs d'un certain poids qui ont marqué l'histoire, des John Terry, des Frank Lampard, des Didier Drogba. Il dit, j'ai jamais vu ça dans un club. Un joueur sort des infos comme ça le jour même d'un match de Ligue des Champions, un timing comme ça. Il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, sinon, il se serait fait vite remonter les bretelles par les leaders du groupe. Donc, c'est dire aussi quand même ce qui se passe au Paris Saint-Germain, d'un point de vue, d'un regard un peu extérieur et d'autres personnes qui ont fréquenté des gros clubs. Ça surprend aussi, Yacine, d'autres personnes comme Christophe Lolichon qui ont connu des vestiaires avec des joueurs à gros égaux ou voilà, des leaders. Ouais, mais il parle de 2004, 2006, et le football, il a changé. Ah, tu reprends du Mbappé en plus, c'est beau. Non, mais en fait, évidemment, oui, ça a quand même un certain poids. Bien sûr. Bon, il y a plein de choses. Évidemment qu'il y a deux possibilités. Soit il regrette vraiment, et c'est le message qu'il veut faire passer, soit effectivement, c'est un tentative de putsch pour en fait prendre le pouvoir. En gros, ça passe ou ça casse. Et c'est l'histoire avec Antero Henrique qui, voilà. Le problème, c'est que dans l'histoire Mbappé, il y a plein de choses. Il y a le comportement, il y a son entourage, il y a ce qu'on avait dit, le choix de rester au PSG parce que c'était quelqu'un d'important en France, que Macron, etc. Moi, je pense que comment dire, il y a un élément qui est important, c'est que en fait, Mbappé, il a que 23 ans. Et de toute façon, il ne s'inscrit pas sur la durée au PSG. C'est-à-dire que ce soit un an ou deux, on sait très bien que à court terme, maintenant, il va quitter le club. Le truc, c'est qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'il se dit, ouais, finalement, c'est l'année de trop et j'aurais dû partir avant, donc je vais tout faire pour faire comprendre aux gens. Voilà. Ce que dit Lolichon, c'est vrai. Mais le problème, c'est que, en vérité, les vestiaires de foot, c'est une catastrophe. Vous croyez vraiment qu'il y a 25 mecs qui s'apprécient, qui jouent ensemble et qui sont là pour se taper? Mais si vous saviez le nombre de joueurs qui sont sur le banc et qui souhaitent la défaite de leur équipe parce qu'ils sont sur le banc, mais vous n'imaginez même pas le nombre de joueurs qui se disent, tu sais quoi, j'espère qu'il y aura 0-0, je vais rentrer, je vais marquer. Comme ça, je vais marquer des points. Mais vous ne savez pas, mais vous croyez quoi? Que là, l'équipe, genre, ils sont solidaires. C'est des conneries, tout ça. La réalité du foot, c'est que celui qui joue, c'est le plus fort. C'est le plus fort, je parle, dans sa tête et dans son statut. Et il emmerde les autres.
Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de solidarité, tout ça. Alors après, sur un match, là, ce que dit Lolichon, je ne suis pas d'accord, parce que dans le sens où, sur un match en Ligue des Champions, oui, il peut y avoir cette envie de se dire, bon, tant pis si je ne l'aime pas. C'est quand même la Ligue des Champions, c'est Benfica, c'est Manchester, c'est le Bayern. Donc, je vais quand même aller me taper. Voilà. Mais sur la durée, ça n'existe pas. Et évidemment que le PSG s'est exacerbé parce qu'il y a eu le clan des Argentins contre le clan des francophones. Il y a aujourd'hui le Messi-Neymar contre le clan Mbappé. Il y a, voilà. Et je pense qu'il a plein de messages à faire passer. Et là, il les fait passer. Alors, moi, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est plus le côté moral. Dans le sens où tu vends pendant tout un été l'exigence, la morale, le club. Et en fait, tu prouves au bout de 3 mois que tu n'en as strictement rien à faire du club. Voilà. Donc, moi, ça ne me choque pas, parce que malheureusement, je connais le milieu du foot depuis 30 ans et le milieu pro, et je sais que c'est comme ça. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est plus, tu sais, le fait que, parce que c'est facile, tu vois, le démenti de Campos. Bon, déjà, les démentis, on en fera ce qu'on veut. Hein, oui, je l'ai donné parce que c'est quand même assez rare. Je viens de s'exprimer en avant-match au diffuseur Canal hier. De toute façon, ça fait partie de l'info. Hein. Il est venu démentir, il est venu démentir. Maintenant, les démentis, on connaît. Hein. Les présidents qui te disent le coach, il n'est pas menacé. 48 heures après, le mec, il est dehors. Ça me fait penser à Jean-Michel Aulas avec Peter Bosch. Hein. Par exemple. Il a des tweets en disant soyons solidaires autour de Peter Bosch, etc. Puis 3 jours après, c'est Laurent Blanc. Bien sûr. Donc, les démentis, on en fait ce qu'on veut. Et puis, dans les démentis, il y a aussi la phrase. Hein. Mbappé, il ne m'a jamais dit ça. Il n'a pas dit il ne pense pas ça. Il a dit il ne m'a jamais dit ça. Donc, bon, voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Mbappé, il fait passer des messages par son clan, d'après les infos qui sortent. Et en fait, il peut. Même si lui, tu vois, il y a des gens qui disaient ouais, si Mbappé, il veut taire la rumeur, il vient lui-même. Mais même si lui, il vient et dit mais moi, j'ai jamais parlé de ça. Est-ce que ça veut dire qu'il ne pense pas? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas demandé à son entourage de le faire sortir? Donc, en fait, c'est insoluble, encore une fois. On est dans un club qui a encore une fois des conflits de partout. Voilà. Parce que tu avais un directeur sportif et un entraîneur qui étaient censés bien s'entendre et tu as pris un directeur sportif qui ne s'entend plus avec le nouveau directeur sportif. Enfin, non. Tu as pris un mec, d'ailleurs, on ne sait pas trop c'est quoi son rôle. Mais tu as pris un mec pour vendre, mais qui s'entend plus forcément bien avec le directeur sportif. Tu as Nasser au milieu de tout ça, qui est en plus en train de gérer la Coupe du Monde. Enfin, bref. Et puis ses affaires personnelles aussi. Voilà. On rappelle qu'il est quand même dans plusieurs enquêtes. Ouais, puis toutes les casquettes qu'il a aussi. Bref. Écoute, moi, je suis désolé, je vais peut-être être pessimiste vraiment. Moi, j'attends déjà plus rien de cette saison. Voilà. Je vous le dis, en fait, je vais attendre, comme d'habitude, de me mettre devant le match, et puis il se passe ce qui se passe. Alors, des fois, ce sera le match de City où tu ne touches pas un ballon, tu prends un rouge parce que tu craques et tu perds 2-0, il n'y a même pas photo. Des fois, ce sera le Bayern où tu prends des vagues, mais parce que c'est le foot, bah, tu repars avec une victoire 3-2. Voilà, j'attends rien en fait. J'attends plus rien moi de cette saison. J'attends rien de leur comportement. Le seul truc, c'est juste. Je suis triste en fait aussi pour même les gens en fait qui suivent le PSG parce que nous, ça fait 40 ans et j'ai envie de dire, on est plus proche de la fin que du début. Mais quand tu suis ce club, tu as 20 ans, tu as envie de kiffer, tu vois des grands noms, des grands joueurs, parce que nous, on a même pas on a connu ça une période, mais on n'a même pas connu ça toute notre vie. Et que tu vis ça, tous les jours, on parle de toi en mal, tous les jours, il y a des infos pourries, le vestiaire, c'est une catastrophe. Voilà, c'est horrible parce que ta passion, c'est aussi ça. Parce que c'est très bien ce que tu dis, Yacine, parce que je voulais poser la question à Nico. Parce qu'on dit tout, je vois beaucoup de réactions de supporters qui disent mais c'est vous qui parlez de ça, vous en êtes même pas sûr, c'est pas une déclaration officielle, c'est une rumeur. Mais c'est Mbappé qui donne du biscuit, c'est lui qui met la story à Instagram, c'est lui qui dit en équipe de France qu'il a un autre rôle et que il est plus à l'aise de jouer avec un pivot, c'est lui qui fait fuiter ces informations. Donc c'est lui qui donne du biscuit en fait aux médias. Nous c'est pas nous qui alimentons le truc, c'est lui qui ne fait que réalimenter jour après jour en disant qu'il n'est pas content, qu'il veut ci, qu'il veut ça, qu'il aurait préféré le départ d'un tel. C'est lui Nico qui entretient le truc. Oui, mais l'origine de tout ce problème, on en revient toujours à la même chose avec ce club, c'est que tu n'as pas une institution, une structure qui est adaptée à gérer ce genre de joueurs. Le PSG n'est pas capable de gérer ce genre de joueurs, voilà, il faut juste le dire. Mbappé, tu t'es mis à 4 pattes pendant 6 mois pour qu'il prolonge. Alors,
Tu lui as sûrement fait des promesses, ça, j'en doute pas une seule seconde. Après, il a été assez con pour les croire, c'est son problème. Mais voilà, j'entends dire, il fait la gueule parce que Lewandowski n'est pas là. C'est naïf. Lewandowski n'est pas venu. Lewandowski, sa femme, elle est partie au mois de mars à Barcelone pour trouver une maison. Et à quel moment tu as cru qu'il allait signer au PSG, tu vois? Non, mais il le savait très bien. La seule chose, c'est que moi, ce qui me dérange aujourd'hui, et vous l'avez bien dit, c'est que toutes les infos qui fuitent, elles ne sont pas anodines. Ça vient bien du clan Mbappé, ça c'est une certitude. Les journalistes, toutes les infos qui sont sorties hier, ils ne les ont pas comme ça par magie. Hein. Il y a un ou deux membres du clan Mbappé, il a appelé tout le carnet d'adresses de journalistes avec qui on s'entend bien, et pour dire ouais, c'est vrai, vas-y, tu peux balancer l'info, c'est vrai. Et ça, c'est gênant, parce que ça veut dire qu'en fait, le clan Mbappé, il n'en a rien à branler du PSG. Le seul intérêt, c'est le joueur, c'est son ressenti, son positionnement, ses stats. On l'a dit au du dernier podcast avec plus ou moins de manière virulente, mais on pense, je pense que c'est un mec qui ne pense qu'à sa gueule, qui voit le ballon d'or s'échapper et qui se dit je me suis gouré, j'aurais pas dû rester au PSG parce qu'on est encore parti pour une saison de merde. Sauf que quand tu as mis un club à genoux devant toi, quand tu nous as expliqué que Macron t'a convaincu de rester parce que tu as le boulard comme ça aujourd'hui, le président t'a appelé pour dire reste au PSG, bah derrière, il faut quand même assumer un minimum, quoi. Et sortir ça au mois d'octobre, bah moi, franchement, ça m'agace énormément. Le clan Mbappé, tout futur ballon d'or qu'il est, ce n'est qu'un joueur de foot dans un club de foot. Et le clan Mbappé, bah, ce serait bien, comme je l'ai dit la semaine dernière, qu'ils ferment un peu tous leur gueule, que Mbappé joue. Hier, il fait un très bon match, dans l'état d'esprit, du moins. Moi, voilà, hier, j'ai rien à lui reprocher, Mbappé. Et voilà, putain, maintenant qu'il joue au foot. Et puis, alors, croire que Mbappé va partir au mois de janvier, c'est la même chose que croire que Lewandowski va signer au PSG. Ça n'arrivera évidemment pas. À quel moment les Qataris vont lâcher un joueur comme ça au mois de janvier sous contrat, alors qu'il est encore sous contrat 1 an et demi? Ça n'arrivera évidemment pas. Par contre, l'été prochain, évidemment que ça va revenir. Et comme on disait samedi dernier, si Mbappé n'est pas content au PSG, s'il veut partir, si un club vient mettre 150, 200 ou 300 millions sur la table, et ben qu'il s'en aille. Et nous, on a supporté le PSG avant Mbappé, on supportera le PSG après lui, il n'y a aucun problème. Mais par contre, ce comportement-là, moi, quand il fait la gueule sur le terrain, j'accepte pas. Ça me fait vraiment chier de voir ça, parce que j'estime que quand tu as son salaire, son statut, tu fais pas ça, je suis désolé. Et ce que fait son clan actuellement, parce que j'aurais dit, ça vient évidemment du clan, toutes ces fuites, c'est du bon vieux foutage de gueule. Et si tu étais dans un grand club, si tu étais au Real, si tu étais à Liverpool ou à City, je peux t'affirmer que Mbappé, hier, déjà, il ne jouait pas. Voilà, ça se passait comme ça, en demandant des explications au clan. C'est quoi ces conneries maintenant? Où est-ce que vous voulez aller? Si vous voulez jouer comme ça, eh ben, écoutez, Mbappé, non seulement il ne va pas partir au mois de janvier, mais en plus, il va aller faire quelques passages sur le banc, et puis on verra s'il est capable de marquer des buts, le cul sur une chaise. Voilà comment il faut les prendre, des mecs comme ça. Mais le PSG ne peut pas. Le PSG n'a aucune fin. C'est un club qui est un paillasson. Voilà, nous on est juste là pour avoir des grands noms. On donne tout ce qu'ils veulent pour qu'ils restent parce que sinon ils s'en vont. Bon bah voilà. Aujourd'hui c'est le revers de la médaille. J'excuse Mousse hein, qui a eu un problème de connexion et qui n'a pas pu revenir. Bon, il est resté que quelques minutes avant de devoir partir, mais voilà, je l'excuse de sa part et il sera de nouveau présent avec nous lors du prochain podcast. Juste un dernier mot, c'est le dernier, Hugo. Juste par rapport au podcast précédent où j'ai dit que je vous dis que si Mbappé, tu lui dis gagne la Ligue des Champions ou pas, si tu mets 40 buts ou pas, etc. Ah, mais on s'est posé la question. C'était, je sais plus, mais je l'ai entendu dans le podcast, oui, je pense. Ouais. Non, si Mbappé, en gros, c'est ce que tu as dit, c'est est-ce que Mbappé préfère mettre 40 buts et gagner le Ballon d'Or ou alors marquer que 15 buts et gagner avec des champions avec son équipe? Voilà. C'est ça? Donc je vais préciser. Non, mais je vais préciser parce qu'il y en a qui m'ont dit comment tu peux dire qu'il n'a pas envie de gagner la Ligue des Champions? Donc moi, je vous le redis, je vais préciser comme il faut. Oui, ne pas gagner la Ligue des Champions s'il n'est pas décisif. Et je vais donner un exemple parce que ça va parler à tout le monde. Rappelez-vous de Cristiano Ronaldo le soir de la victoire de Real face à, alors je crois que c'est la Juve, où il n'a pas marqué. Et il fait la gueule. D'ailleurs, ça avait déplu énormément à Ramos, à Pérez, etc. On le voyait bien, il faisait la gueule, genre, sur le terrain, avant la remise et tout, il a bien montré, genre, je suis pas content. Et ben moi, c'est de ça que je vous parle. C'est-à-dire que le mec, là, à ce moment-là, il se disait, j'ai pas marqué en finale de la Ligue des Champions. À la limite, je vais même pas aller chercher la coupe ou ma médaille, j'en ai rien à foutre. Voilà. Moi, je dois être décisif dans ce genre de match. En fait, c'est de ça que je parle. Et pour moi, il y a eu aussi des éléments dans les interviews de la mère d'Mbappé, de Mbappé lui-même,
alors je ne les ai pas devant moi, mais je m'en souviens très bien, où il y avait une question sur le Ballon d'Or et où il disait, mais les nouveaux critères du Ballon d'Or mettent les titres collectifs en dernière position. Voilà. En gros, les chiffres, c'est plus important. Voilà, il a répondu à la question. Et moi, je critique pas ça. Je m'en fous, en fait. C'est le nouveau football. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit qu'il préfère les titres individuels ou qu'il est prêt à tout pour l'individuel et pas le collectif, c'est exactement ça. Après, c'est son choix. Si le club l'accepte, comme l'a dit Nico, si le club accepte ça, si le club est prêt à faire des chèques en blanc et à dire nous, on est prêt à tout pour te garder. Non, j'ai envie de te dire, c'est encore une fois comme les enfants. Voilà, ton fils, tu lui dis, tu rentres à 19h, il rentre à 20h30 et ça se passe normal, mais pourquoi la semaine prochaine, il va rentrer à 19h? Il va rentrer à 21h30 même. Donc, bah oui, mais c'est ça la vie. Donc, on te laisse tout faire, et bah, je fais ce que je veux. Voilà. Mais c'est là où tu vois, excuse-moi Hugo, c'est là où tu vois où ce club il marche sur la tête, c'est que ce problème-là, il est pointé du doigt depuis, je veux dire depuis 5 ans pour être sympa, depuis l'arrivée Neymar Mbappé, cet été-là, 2017. Avant, ça tenait à peu près la route parce que tu avais quand même des joueurs qui t'imposaient un cadre au sein de ce vestiaire. Mais là où tu marches sur la tête, c'est que tu as identifié ce problème très clairement, puisque tu en parles régulièrement. Tous les ans, depuis 2018, Nasser, il te fait une interview, tu peux sortir la même avec le même titre, la fin de la récré. Hein, tous les étés, ils ont la même interview. Ni les paillettes et le bling-bling. C'est la même interview. Et en fait, tu reproduis toujours les mêmes erreurs. Et puis alors là, cette année, c'est exceptionnel. C'est qu'on est 2 mois après l'arrivée de Galtier qui t'explique que le cadre collectif sera le plus fort que tout. Et en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas imposer ça dans ce club parce que tu n'as pas une structure suffisante. Et si le merdier actuel pouvait au moins avoir comme conséquence d'un changement de structure, d'homme, parce que Nasser, c'est un problème pour le PSG, je vous l'ai déjà dit plein de fois et je ne suis pas le seul, il faut en passer par là. Tu ne pourras pas devenir un grand club respecté avec une attitude de tes dirigeants qui ne correspond pas à ce qu'on attend de toi face à des grands joueurs comme ça. Florentino Pérez, il a tous les défauts du monde. Quand Ronaldo lui a cassé les couilles en lui disant si je ne suis pas augmenté de temps, je me barre, Pérez, il a dit quoi? Bah, amène-moi 100 millions et tu te barres. Bah voilà. Et ils l'ont laissé partir. Qui est-ce qui a plus pleuré? C'est la Juve qui a récupéré Ronaldo ou c'est le Real qui l'a laissé partir? Tu vois, il y a un moment où il faut penser à ton club, quoi. Et aujourd'hui, si Mbappé, c'est un problème pour ton club, eh ben, tu vends. Il y en a d'autres des joueurs. Ah, il y en a peut-être qui sont moins bons. Est-ce qu'une équipe qui a gagné la Ligue des Champions depuis 5 ans, il y avait Mbappé? Non. Tu peux gagner la Ligue des Champions sans Mbappé. Donc, il n'y avait pas Haaland non plus dans l'équipe. Voilà. Non, mais tu vois, il faut à un moment que le PSG commence à se... Alors, ça n'arrivera jamais avec le Qatar, j'en ai bien conscience. C'est utopique de croire à ça. Mais dans le meilleur des mondes, voilà, le Qatar, avec ses moyens financiers, a tout à fait les possibilités de faire un club structuré qui se respecte lui-même et qui sera respecté par les autres. Malheureusement, ce n'est pas la politique des dirigeants et on le regrette. On le regrette. Et comme ce qu'a dit Yacine, c'est à la fois effrayant mais tellement vrai, c'est que on va regarder les matchs et puis tout peut se passer. Cette équipe peut aller gagner la Ligue des Champions parce qu'il y a un talent monstrueux, comme elle peut se faire éliminer en 8e de finale par Copenhague ou je ne sais qui. Donc voilà, c'est le PSG de cette année. Il va falloir malheureusement faire avec. On parle alors dans les premières rumeurs qui arrivent, comme le Real ne voudrait pas forcément le reprendre directement avec ce qu'il a fait l'été dernier, et puis aussi, je pense que Florentino Pérez n'est pas sourd ni aveugle et qu'il voit le comportement de Mbappé au Paris Saint-Germain. On parle d'un départ plutôt du côté de la Première Ligue et Liverpool, où Liverpool serait prêt à le récupérer. Alors j'ai même vu le Parisien sortir un échange potentiel avec Mohamed Salah. Bon, ça c'est vraiment la rumeur de la rumeur de la rumeur, mais voilà, ça commence déjà. Ça fait que 2 mois de compétition. Et on en a déjà parlé du mercato estival, hivernal peut-être même, mais estival de la saison prochaine. Mais tu vois, le Real, pour le coup, Pérez, il est très intelligent. Encore une fois, on peut dire tout ce qu'on veut sur Florentino Pérez, c'est un sacré président. Évidemment qu'il va tâter le terrain sur Mbappé si jamais il y a une fenêtre qui s'ouvre l'été prochain. Par contre, Florentino Pérez, il va être capable de sentir si ses supporters, si les sociaux, si les joueurs, si le vestiaire, s'il sent que ça commence un petit peu à friter et que ça peut être un problème, il ne va pas s'entêter, il ne va pas aller le chercher. Il n'est pas con, Florentino Pérez. Puis là, je pense, Nico, ça sera plus aux conditions de l'été dernier où Mbappé était en fin de contrat. Là, ça sera à leurs conditions. On dira, il y aura plus autant de primes, etc. Enfin, il y aura pas de primes de primes à la signature parce qu'évidemment, il sera pas libre. Non, c'est les droits du match surtout. Les droits du match également. Oui, mais ça sera plus à leurs conditions que aux conditions d'Mbappé, alors que l'été dernier, il était position de force. Plus en force. Ouais, puis tu vois, mine de rien, ce qui se passe en ce moment,
les autres clubs, ils sont attentifs. Alors, je pense que les autres clubs, ils savent que le PSG est un fonctionnement bancal et que c'est propice à ce genre de choses. Mais un club comme Liverpool, un club comme Madrid, s'ils font venir Mbappé, je pense qu'ils vont très rapidement mettre les points sur les i en expliquant, voilà ici comment ça se passe. Tu as le Real Madrid là-haut, et puis toi, tu es en dessous. Et ça peut aussi inquiéter quelques clubs, hein, parce que quand tu vois le poids et la puissance du clan Mbappé au PSG, même si ce n'est que le PSG au niveau institution, bah, tu sais, son image, je suis pas sûr qu'elle sorte grandie de ce genre de… Parce que même les gens qui peuvent pas saquer le PSG, moi, je vois beaucoup de gens, des supporters du Real, de Marseille. Vas-y, la diva, la starlet, les mecs, c'est ça. Ils voient ce qui se passe, hein, donc ça les fait bien marrer parce que ça tombe sur la gueule du PSG, comme nous, on rirait bien si ça arrivait à Marseille, ce genre d'événement. Mais Mbappé, je suis pas sûr que son image ne sorte grandie de ce genre d'épisode. D'ailleurs, il y a le média BR Football, je pense que vous connaissez sur Twitter. C'est BR Football ou c'est qui fait des petites vidéos, vous savez, d'animation un peu en mode cartoon sur les joueurs, etc. Je sais pas si vous avez vu. Et en gros, Mbappé, Twitter, pas assez souvent. Attendez, non, mais je suis sûr que c'est ça. Il me semble que c'est BR. BR, c'est ça, BR Football. En gros, ils font des petites vidéos d'animation sur la reprise de Ligue des Champions, etc. Et en gros, il y avait Mbappé qui était dans la vidéo, évidemment, et où en gros, il était seul à jouer, où on le voit jouer à FIFA, et il se fait la passe pour lui et il marque. Ouais. Et donc, on voit déjà que dans l'impression à l'Europe, même voire à l'international, c'est que Mbappé décide de ce qu'il veut au club, fait ce qu'il veut, s'il pouvait jouer qu'avec lui sur le terrain, il jouerait qu'avec lui. Et enfin bref, c'était quand même… Et je voyais que beaucoup de monde l'avait relayé en disant, bah regardez l'image qu'il a Mbappé à l'international, parce que c'est en gros Monsieur Alboulard, il décide de ce qu'il veut au Paris Saint-Germain. Donc je pense que tu as raison, Nico, les clubs savent à peu près maintenant comment fonctionne Mbappé et que ça aura une influence sur son prochain club. Et en tout cas, les conditions Ouais, après ça l'empêchera pas d'aller dans n'importe quel grand club. Hein. Si Mbappé dit qu'il va aller au Real, il ira peut-être au Real. Je sais pas ce que je suis en train de dire, mais par contre, voilà, ça. Tiens, on parlait des légendes du PSG la semaine dernière, ou il y a 15 jours avec Yacine et tout. Et les grands joueurs de foot, c'est ça aussi, quoi. Les grands joueurs de foot, il n'y a pas que les buts qu'ils mettent sur un terrain qui va justifier après leur statut pendant 20, 30, 40 ans. Tu vois. Un mec comme Maradona, il avait la pire vie extra-sportive que tu peux imaginer. Mais le mec, je sais pas, il te dégageait quelque chose malgré tout qui fait qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il n'y avait pas que son niveau de football. Un mec comme Messi, s'il est considéré comme… Bon, t'as de nouveau des petits soucis de connexion. Je suis de retour. Ah, ça y est. Messi, je te disais que Messi, au-delà de ses statistiques, c'est aussi un comportement. Voilà, t'entends pas. Et pourtant, il doit avoir les mêmes états d'âme peut-être que Mbappé parfois. Et il a aussi fait la loi au Barça. Mais voilà, l'image de Mbappé, en plus, c'est là où je comprends pas. C'est que pour lui, l'image est quand même super importante. Et là, ce qu'il fait là, mais en quoi tu peux en sortir grandi? Donc, en fait, il va juste surfer sur on m'a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Eh ben, putain, si tu crois que tu peux faire la gueule un an juste avec cette phrase-là, bah, moi, j'ai du mal à voir le truc comme ça, franchement. Donc, écoute, on va voir la suite. Mais en tout cas, elle est sympa ce début d'automne. Hein. On n'est même pas encore arrivé au mois de novembre. Hein. Ouais, ça fait 2 mois de compétition. On a déjà parlé d'un potentiel départ d'Mbappé. Et petite chose qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure dans le débrief du match face au Benfica, et j'ai oublié de dire, on n'a pas eu de penalty gate hier pour le coup. Yacine, toi qui étais au stade, apparemment, ça c'est Dominique Armand en bord terrain pour Canal a dit directement Mbappé a pris le ballon et il y a plus de contestation avec Neymar. Non, mais il n'y a même pas. D'ailleurs, à un moment donné, je l'ai même oublié parce que tellement il n'y a pas eu d'événement, quoi. C'est-à-dire que Neymar n'est pas allé, l'autre il a pris le ballon. Mais Neymar, il attendait qu'il le rate, je pense. Hein? Neymar, il l'a laissé tirer pour qu'il le rate. Neymar, il était comme ça derrière à lancer un marabout, un sort. Tu sais que... Non, mais tu vois, par exemple, c'est ce que tu dis là. Ben, tu vois, je sais que ça peut paraître. Il y en a peut-être qui vont dire que tu caricatures. Mais je vous jure que dans un vestiaire, ça existe. C'est quoi? Vas-y, laisse-le tirer. Comme ça, s'il le rate, mais j'espère qu'il va la rater. Tu vois? Mais vraiment, ça existe vraiment. Mais... Bon, en tout cas, pour le coup, Mbappé l'a mis hier. Donc, au moins, on a évité ça dans le débrief. Parce que sinon, alors là, si avec ce qu'il y a eu hier en avant-match, toutes les infos sorties, qu'il prend le péno et qu'il le loupe, et que tu as une image derrière de Neymar qui, j'en sais rien, qui fait une tête, alors là, t'en parles pendant. Ah, il fait ça, Neymar, derrière. Il y aurait les caméras d'El Chiringuito là, qui auraient zoomé. Regardez la tête de Neymar. Au moment où Mbappé prend le ballon, ils auraient fait un débrief sur un penalty. Bon, heureusement, on n'a pas eu de penalty gate. On a déjà eu assez au PSG. On espère jusqu'au prochain. Bon, je pense qu'on a été assez complet. Je pense qu'on a 1h30 de podcast, non, Yass? Ouais, 1h35.
Donc on est pas mal. On vous a gâté aujourd'hui, les amis. Et je veux vous remercier encore une nouvelle fois de votre fidélité au podcast, des commentaires que vous laissez à chaque fois en dessous des discussions, des vidéos sur YouTube, et puis aussi les échanges qu'on a sur Twitter. Et je remercie aussi ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire comment ça se fait que t'es pas là, etc. Bon, il y a un peu de boulot cette année, et même les autres années, mais il y a un peu plus cette année avec Canal. Donc je suis toujours très très bien remplacé et le podcast fonctionne à merveille sans moi. Donc il n'y a aucun problème. Je vais remercier Mousse qui n'est plus avec nous parce qu'il a dû partir un peu en avance. Il a un petit problème de connexion. Et je remercie Mousse évidemment d'avoir été avec nous. Yacine, un grand merci. Nico également. Merci à toi. Merci d'avoir été avec moi pour ce podcast. Mousse, il est parti engueuler l'éducateur pour que son fils soit titulaire. Pour qu'il tire les pénaux. Ouais. Il nous dit qu'il n'y est pas, mais moi la dernière fois j'ai vu une vidéo Instagram où il filmait son fils sur la pelouse. Hein. Donc peut-être qu'il n'est pas parti, mais je l'ai vu qu'il le filmait quand même. Il n'est jamais très loin. Yacine, d'ailleurs, est-ce qu'il y aura une minute coach sur le match d'hier? Ouais, je suis en train de la préparer. Mais je choisis 2 thèmes parce qu'en fait, il y a plein de choses, mais voilà. Mais oui. En tout cas, restez si vous voulez voir la vidéo de Yacine, évidemment. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Paris United et activez la cloche. Vous aurez la notification pour les explications de coach Yacine sur ce match. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous. Après, quand même, il y a un classico dimanche. Hein, on n'en a pas parlé. Il y a tellement de choses à dire avec l'actualité de ce club. Mais il y a PSG Marseille dimanche au Parc des Princes, donc il y aura encore des choses à dire. Il peut se passer énormément de choses parce qu'il y a 3 jours entre temps et comme disait Nico tout à l'heure, il se passe des choses tous les jours. Donc on aura peut-être encore une belle page d'actualité extra-sportive d'ici là. Mais on espère parler plutôt de sportif lundi. D'ailleurs, il y aura une petite nouveauté lundi, Yacine? Lundi, normalement, si tout va bien, on a dit la semaine dernière et donc ça se confirme. Donc le podcast de lundi à 12h30, il sera en live sur Twitch. Et peut-être aussi sur YouTube en même temps, on est en train de voir, mais en tout cas sur Twitch, c'est sûr. Voilà, on essaye d'apporter des améliorations au podcast, de vous proposer un meilleur contenu audio, visuel, etc. Et donc ça rentre. Et puis échanger en live plutôt qu'en commentaire. Voilà. Puis en principe, Hugo nous a aussi promis une diffusion sur Canal Plus Sport. Hein, donc, Oui, en simultané, ouais, exactement, d'utiliser les différents canaux, voilà, parce que évidemment, le canal est d'accord, j'aurais demandé, donc et vous serez payé en conséquence, les amis, évidemment. Non, mais du coup, c'est une petite nouveauté quand même parce que je sais que vous nous l'avez demandé régulièrement de pouvoir échanger avec nous directement, d'être sur Twitch. Il y a beaucoup d'émissions qui se passent sur Twitch, etc. Et ben voilà, Paris United fait le pas et avance et voilà, prend cette direction avec grand plaisir. On espère que vous serez au rendez-vous donc lundi à 12h30 pour débriefer ce PSG Marseille. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous donc lundi prochain. Salut. Ciao.